L'idée de cet après-midi, c'est d'ouvrir un espace d'échange et de réflexion autour de la question, de la problématique de l'adolescence en souffrance. Dans le petit argumentaire que nous avions écrit initialement, on faisait apparaître deux aspects. Effectivement, la période du confinement qui pourrait être ce dont on a envie de parler, mais on a envie surtout de se décaler de cette question-là exclusivement. Cette période du confinement, elle a mis en évidence de manière beaucoup plus flagrante sur la scène médiatique la question de la souffrance des adolescents, des élèves, des étudiants et étudiantes. Mais derrière cette situation très problématique qu'on a pu vivre pendant ces mois de pandémie et de confinement, de reconfinement, il y a déjà une toile de fond de jeunes qui peuvent rencontrer déjà à l'adolescence des moments de difficultés liées au fait même d'être adolescent, avec les questions d'éloignement de la famille. Enfin, je ne reprends pas ce qu'on avait écrit dans l'argumentaire. Et puis, il y a aussi toute une partie de jeunes, adolescents, adolescentes, on va dire les 16-25 ans, qui effectivement, de par des moments plus compliqués, des moments de rupture plus forte, des moments de précarité, etc., peuvent vivre des moments de plus grande souffrance, plus exacerbés, qui nécessitent de prendre le temps de les accueillir, de les écouter. Et c'est un petit peu ce dont on voulait parler cet après-midi avec nos trois invités que je remercie en avance de participer à cette table ronde, qui par ailleurs est filmée. Donc il y a peut-être des personnes qui sont de l'autre côté de la caméra et on les salue aussi. Donc trois personnes que je vais présenter très rapidement juste après. Mais effectivement, je reprenais dans un rapport de Marie-Rose Moreau de 2016 sur le bien-être et la santé des jeunes. Et il était pointé en 2016 que 10 à 15% des jeunes rencontrent des moments difficiles dans leur adolescence ou dans leur jeunesse, qui peuvent être exacerbés par des conditions de vie personnelles ou scolarité compliquée. 15 à 17% des jeunes connaissent un épisode dépressif entre 16 et 25 ans, et que le suicide est aussi la deuxième cause de mortalité des jeunes après les accidents de voiture, et que seulement 9% des filles et 5% des garçons déclarent avoir consulté à un moment donné, avoir été rencontrer des adultes qui pouvaient prendre le temps de les écouter et de les aider dans les moments de difficulté qu'ils pouvaient rencontrer. Que ce soit un psychiatre, un psychologue ou d'autres équipes, et c'est ça dont on va essayer de parler cet après-midi. Donc je vous présente très rapidement. Après, dans le cours de notre échange cet après-midi, ils se présenteront plus précisément, ils présenteront de quel endroit ils parlent, mais donc je remercie effectivement alors, par ordre d'apparition à l'écran donc Malika Delay, qui est donc de formation éducatrice spécialisée, qui a un parcours dont elle nous parlera tout à l'heure, et c'est à ce double titre qu'elle viendra nous parler, à la fois aujourd'hui de coordinatrice de la Maison des Ados à Nantes, mais aussi d'un parcours riche et important à Mayotte en tant qu'éducatrice et en tant que responsable du point accueil écoute jeunes, avec une équipe qui accueillait des jeunes qui pouvaient aussi vivre des moments un peu compliqués. Donc je pense que c'est cette double expérience-là dont elle nous parlera. Et puis aussi depuis quelque temps, pour dire toutes les choses, depuis quelque temps, Malika a aussi rejoint l'équipe nationale des CMEA dans le cadre du pôle santé, psychiatrie, intervention sociale, en étant chargée de mission sur la lutte contre les exclusions. Voilà. Et puis nous avons aussi, on le remercie, Daniel Olivier qui nous a rejoint cet après-midi. Daniel Olivier qui est aujourd'hui psychanalyste à Caen, mais qui a aussi un parcours dans l'éducation spécialisée. Il a été responsable de maison d'enfants, il a un parcours d'éducateur, de chef de service, de directeur. Et puis je crois il nous en dira plus peut-être tout à l'heure, à un moment donné, il a aussi croisé la route de Françoise Dolto, qui l'a amené sans doute à réfléchir autrement peut-être à son parcours, et peut-être il nous en dira quelques mots, parce qu'effectivement, je crois que Daniel a beaucoup travaillé sur ces questions d'adolescence, et c'est aussi intéressant qu'il puisse être avec nous cet après-midi et prendre un peu de son temps pour échanger avec nous cet après-midi. Et puis, on souhaitait aussi avoir quelqu'un qui vienne de l'éducation spécialisée,
mais dans une structure spécifique, en l'occurrence un partenaire aussi pour nous aujourd'hui sur ce territoire, Nouvel Hôpital d'Évreux, de Navarre, avec lequel on travaille. Aujourd'hui, on va projeter aussi des films là-bas dans le cadre du festival, etc. Et puis, il y a une nouvelle unité d'hospitalisation pour adolescents qui a été ouverte il y a quelques mois. Et Céline Bouteiller, donc, en tant qu'éducatrice, a rejoint cette structure et elle pourra nous parler aussi à la fois de cette expérience-là, récente, mais aussi de son parcours dans le champ de la psychiatrie en tant qu'éducatrice, parce qu'effectivement, elle a un long parcours dans lequel elle pourra aussi partager un certain nombre de ses analyses et puis de ses accompagnements. Voilà. L'idée de cet après-midi, avant de vous donner la parole, et on le fera dans un deuxième temps, et d'avoir un échange avec la salle, c'est peut-être de vous proposer de nous apporter quelques-uns de vos éclairages de la place où vous vous situez. Peut-être une première question à la destination de Céline et de Malika, puis après, bien sûr, Daniel, sur quand on parle de cette question d'adolescence ou adolescents qui peuvent rencontrer des moments de difficulté, de souffrance, de rupture. Quel regard vous portez, vous, sur cette question-là de l'adolescence et d'adolescence en souffrance ou en fragilité? Je ne sais pas quel terme vous avez envie d'employer. Et puis tout à l'heure, on ira plutôt sur aussi vos pratiques et la manière dont vous essayez de mettre en place des choses pour accompagner et accueillir cette souffrance et accueillir ces adolescents. Et puis, je trouve que c'est assez intéressant que cette conférence, cette table ronde se situe juste après les projections de fin de matinée, parce qu'on a pu voir quelques films en fin de matinée, et notamment un sur une unité soins et éducation à Sablé-sur-Sarthe, effectivement, où on était à la rencontre, à travers ce film, d'adolescents, d'adolescentes qui avaient vécu des moments comme ça de rupture, de difficulté, et qui tentaient, avec l'aide d'adultes, dans cette structure, il n'y en a pas beaucoup en France, on a vu qu'il y en avait 13 en France, qui effectivement accueillaient ces jeunes pour essayer de reprendre une scolarité tout en bénéficiant d'un cadre de soins sécurisant et étayant. Mais vous participez aussi dans vos structures à cette mise en place d'accueil d'adolescents et d'adolescentes. Donc peut-être, Malika, dans un premier temps, peut-être ton regard à toi sur, avant de parler de ta pratique, de ce que toi tu mets derrière ce terme d'adolescent, alors je ne sais pas comment tu as envie de dire, en souffrance, fragilisé. Voilà, je te laisse nous dire comment tu prends cette question-là. D'accord, merci David. Moi, je me suis un peu posé la question justement des fragilités, puisque adolescence, on en parlait tout à l'heure avec Daniel, il ne faut pas oublier qu'il y en a 85, voire 90% qui vont bien quand même. Donc, adolescents en souffrance, ils ne sont pas tous en souffrance, mais effectivement, ils vivent une période qui peut les fragiliser. Bon, la période que vous connaissez tous, parce que je pense que vous y êtes tous passés, c'est la puberté, avec tous ces changements et ce corps qui ne grandit pas à la même vitesse à des endroits différents et qui fait qu'on est mal à l'aise dans son rapport à l'autre parce qu'on ne sait pas comment se tenir et que parfois on a une oreille plus grande que l'autre, un nez qui grandit avant le reste du corps. Et effectivement, dans le rapport à l'autre, ça va provoquer des changements. Donc tous ces changements, ils arrivent dans le corps, mais ils arrivent aussi dans la relation avec la famille, puisque l'adolescent, en fait, il va changer de place dans sa famille. C'était un enfant très dépendant de ses parents, ou en tout cas ceux qui ont sa charge. Et puis, petit à petit, il va essayer de prendre son indépendance et de se détacher de ses parents. Donc il va changer de place, lui, mais en plus, il va falloir que sa famille, ses parents, acceptent qu'il change de place. Et les deux ne sont pas faciles. Par exemple, j'ai travaillé à Mayotte. À Mayotte, il y a quelque chose de très clair à l'arrivée de la puberté, c'est-à-dire que toute la famille dort ensemble avec les enfants, mais à la puberté, on sort le garçon de la chambre pour qu'il ne dorme plus avec les jeunes filles. Quand c'est possible, puisqu'aujourd'hui, avec la précarité actuelle sur ce territoire, c'est pas toujours possible de trouver un espace pour que le jeune garçon dorme dans un espace différencié de celui de ses sœurs. Mais traditionnellement, on sort le garçon à la puberté de la maison. Donc, à l'adolescence... Bien le micro sous ton... Il n'est pas assez près. À l'adolescence, on essaye de se distancier
de ses parents, de sa famille, de son lien de filiation, et on va vers d'autres liens sociaux. C'est aussi une période, alors là je fais le lien avec la période actuelle, c'est une période d'incertitude, et qui est renforcée par les incertitudes du monde contemporain, et là, que ce soit avec la crise sanitaire, mais aussi la crise de l'emploi, c'est difficile en fait de s'inscrire dans une temporalité, de se projeter, parce qu'on ne sait pas forcément avant. On pouvait savoir qu'on allait faire tel métier, puis ce métier-là, on allait pouvoir le faire toute sa vie. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. On savait qu'on allait se marier et rester avec la même personne toute sa vie. Je parle de manière générale, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, on sait que on va se marier, on va se séparer, on va habiter avec quelqu'un, on va se reséparer, et on n'a pas les mêmes constructions familiales, et notre avenir est fait de plusieurs ruptures. Donc l'adolescent, pour moi, c'est d'abord un enfant. Et quand on est un enfant, on est un enfant d'une culture. Donc un adolescent, il est l'enfant de la culture, principalement de ses parents et de ceux qui l'entourent. Et quand il va se séparer, il va essayer de se différencier, et puis il va découvrir de nouvelles cultures. À ce moment-là, du coup, il ne sait pas très bien qui il est et d'où il vient. Il cherche à légitimer sa place dans la société. Et ce n'est pas facile pour un adolescent. Et je pense que c'est peut-être là, moi, que je verrais un peu la fragilité. C'est de trouver la légitimité à être comme on est. Ce matin, dans le film, il y avait une adolescente qui en parlait très bien. Quand elle est arrivée dans l'institution, elle a enfin pu être reconnue comme elle était. Quand on est adolescent, être reconnu comme on est, c'est pas facile. Alors déjà, quand on est adulte, c'est pas facile, mais imaginez à l'adolescence, quand on est en train de faire sa place dans la société. Donc voilà pour moi un peu les fragilités qui peuvent faire qu'à l'adolescence, c'est encore moins facile, et qu'il y a toute cette place à construire. Et j'expliquerai tout à l'heure un petit peu comment on peut accompagner à prendre cette place. Merci Malika pour ce premier tour de piste. Céline, peut-être de ton côté, quel regard tu portes sur cette question, sur cette problématique, avant d'aller dans ta pratique un peu plus tard? Oui, alors moi, dans ma vision, étant donné que ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille en pédopsychiatrie, moi j'ai vraiment la vision de la souffrance de l'adolescent. Parce que depuis, je dirais une petite dizaine d'années, on voit de plus en plus d'adolescents qui n'ont pas forcément de pathologie psychiatrique avérée lourde, mais qui sont suffisamment en souffrance quand même pour ne pas pouvoir intégrer le cursus normal, le collège, le lycée, des études techniques supérieures, peu importe, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont des difficultés avec leurs pairs, ils ont des difficultés avec des adultes, ils ont des difficultés avec eux-mêmes. Et pour autant, qu'est-ce qu'on fait de ces adolescents? Parce qu'on ne peut pas les mettre dans des unités fermées de pédopsychiatrie, mais ils ne peuvent pas continuer en circuit réel. Donc de plus en plus, en fait, on ouvre des structures pour accueillir ces adolescents qui sont tellement en souffrance qu'ils peuvent avoir des passages à l'acte très violents et des tentatives de suicide, parfois avérées, parfois juste pensées, mais rien que le fait de penser, ça nous montre déjà la souffrance de ces ados. Et ce sont des ados qui sont beaucoup plus exposés aussi à la malveillance de manière générale. Parce que là, les derniers chiffres de la DEPP, c'est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Enfin, en gros, c'est des enquêtes de victimisation dans les établissements scolaires pour voir le nombre d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Et les derniers chiffres, là, qui datent d'un peu avant le confinement, on est à 700 000 enfants et adolescents qui sont harcelés chaque année. Ce qui est un chiffre absolument effarant. Et ces adolescents, ils se retrouvent souvent tout seuls parce qu'ils n'osent pas en parler, parce qu'ils ont peur d'être jugés et par les profs, et par leurs parents, et par d'autres adultes qui n'osent pas. Et en plus, on a aujourd'hui la problématique aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça a créé un nouveau type d'harcèlement aussi, qui est le cyberharcèlement, qui commence là à quand même être reconnu, mais où c'est des adolescents sur les réseaux sociaux qui se font insulter, qui se font humilier. Les camarades de classe voient ça, ils s'en prennent du coup physiquement aussi après dans les écoles, ce qui fait que ces enfants, ils se retrouvent complètement fragilisés, complètement désemparés, et ils en arrivent à s'isoler socialement, ils en arrivent à faire des tentatives de suicide.
Et comment on aide ces adolescents ? Eh ben, on a ouvert justement toutes ces unités qui prennent ces adolescents qui sont entre eux la psychiatrie et entre eux un cursus de, comme on disait, les adolescents qui vont bien, puisque la majorité va bien quand même. C'est l'essentiel. Et pour ces enfants-là, la pratique, on en parlera après, mais effectivement, on a tout un travail aussi de réappropriation de soi à faire, parce qu'on s'est rendu compte, avec le confinement, mais c'était une problématique qui existait depuis très longtemps, mais on s'est rendu compte que tous les adolescents, en fait, pour avoir un travail de subjectivation et d'identification, ils ont besoin de liens sociaux. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, on aurait pu penser que justement, les ados, ils s'y seraient retrouvés parce qu'ils vont rester devant leurs écrans, ils ne vont pas aller à l'école. Et au contraire, on a eu une recrudescence en 2019 de passage à l'acte, d'appels dans les structures d'aide ou les numéros verts, de tous ces adolescents qui se retrouvaient complètement seuls, coupés de liens sociaux qui sont essentiels pour eux à leur développement. On a aussi des adolescents qui sont très en souffrance par rapport à des nouvelles structures psychiques qui émergent, qui est tout ce qui est de la transidentité et du transgenre. Ce sont des adolescents qui naissent, par exemple, en tant que filles, mais à l'adolescence, qui se rendent compte que depuis tout petit, ils sont en décalage, qu'ils se sentent plus un garçon à l'intérieur, mais qu'ils sont une fille à l'extérieur. Alors forcément, à l'adolescence, à la puberté, le corps change de la façon biologique dont il a été créé, mais ça ne va plus avec le psychisme, qui lui s'était construit en tant que garçon. Et de plus en plus aussi, dans les structures de pédopsychiatrie, on retrouve ces adolescents qui ne savent plus comment se construire, qui ne trouvent pas forcément une écoute attentive à leurs problématiques, qui se retrouvent confrontés à de l'incompréhension aussi, de l'incertitude, et des adultes qui ne savent pas forcément comment on peut réagir à cette question. Donc voilà un peu le panel, nous, d'adolescents qu'on reçoit ces dernières années en pédopsychiatrie. Et du coup, oui, c'est vrai que moi, mon regard se porte plus sur la souffrance psychique des adolescents. D'accord, merci. Donc on pourra y revenir effectivement après sur la manière dont vous tentez effectivement de cet accueil et de ces adolescents. Je vais laisser Daniel prendre la parole et toi, à ton tour, de nous dire comment tu vois cette question-là, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur cette question de l'adolescence. Oui, d'abord merci pour l'invitation. J'ai trouvé tout à fait passionnant tout ce qui vient de se dire. Et d'ailleurs, je vais t'amener peut-être à, non pas à répéter, mais à reprendre des petits éléments que j'avais déjà un peu préparés. Mais de fait, comme tu le dis, je voudrais dire un propos un peu plus global, et j'ai presque envie de dire un peu moins pathologique de l'adolescence, pour après peut-être repréciser quelque chose du mal-être, mais démarrer par l'adolescence en général. Et d'ailleurs, le terme adolescent ou le terme les adolescents, je trouve, recouvre mal la question. Moi, je préfère parler de processus adolescent, parce que ça dit plus quelque chose de la dynamique de cette période. Et puis, tu disais tout à l'heure, à juste titre, de quelle place on parle. Et je crois que c'est très important d'expliquer qu'est-ce qui fonde et légitimise un propos. Alors, moi, je voulais vous dire que le premier élément sur lequel je me base pour parler de l'adolescence, c'est le souvenir, j'y reviendrai à la fin, c'est le souvenir de ma propre adolescence. Je crois qu'une des façons d'être en lien avec l'adolescence pour les adultes, c'est déjà d'avoir en mémoire et en amitié, en quelque sorte, cette période pour nous-mêmes. Et moi, je fais un petit exercice, j'aurais pu vous le proposer, mais on ne va pas le faire, mais je fais un petit exercice de temps en temps, c'est de refaire le chemin entre la 6e et la terminale, vous voyez. Et j'essaie d'engrammer ce parcours-là parce que j'ai des repères liés à ces classes-là, et je trouve que c'est précieux pour se remémorer cette période et pour ne pas la perdre. Parce qu'on verra que c'est peut-être aussi une partie des conditions de possibilité du rapport qu'on peut avoir avec les adolescents, c'est d'être en lien avec sa propre adolescence. Donc ça, c'est le premier point d'appui. Et puis, deuxième point d'appui, tu l'as dit tout à l'heure, donc moi j'étais responsable de foyer pour adolescentes dans le cadre de la protection de l'enfance, et donc ils m'ont beaucoup appris. J'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure sur notamment comment on peut échanger avec des adolescents en crise. Et puis j'ai eu l'occasion, et là aussi pour moi ça a été extraordinairement précieux,
pendant de nombreuses années, dans le cadre de l'école des parents et des éducateurs, d'animer des groupes de parole de parents d'adolescents. Et ça, c'est une expérience tout à fait féconde. D'abord sur l'idée qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et sur le fait qu'on pouvait aussi organiser et penser une coéducation. C'est-à-dire que cette question, plutôt que la traiter isolément de parents à adolescents, on pouvait se réunir et échanger sur nos pratiques. Parce que ce qui est le plus difficile parfois, c'est l'isolement dans lequel on est par rapport aux pratiques éducatives. Et c'est toujours précieux de pouvoir s'appuyer sur des aînés ou simplement partager avec d'autres les difficultés liées à l'accompagnement des adolescents. Et puis, j'y tiens beaucoup. J'ai beaucoup appris, ou j'apprends encore beaucoup, avec un adolescent en particulier, qui est mon petit-fils, avec qui j'ai la chance de déjeuner avec lui toutes les semaines depuis 10 ans maintenant. Donc ça fait un petit moment. Et tous les mardis soirs, on se retrouve pour dîner, puisqu'après, on a une activité en commun qui est le karaté, et donc on part au karaté après. Et je trouve ça, ce moment-là extraordinaire d'observation de ce garçon qui grandit, parce que tous les mardis, il me raconte sa semaine, depuis donc maintenant des années, et il m'a beaucoup appris sur les ressentis, les intuitions, les appréhensions et les questions que se posent les adolescents. Et pour moi, c'est une rencontre extraordinairement féconde, d'autant qu'il commence à s'intéresser, comme par hasard, à la psychanalyse. Bon, alors, tout ça, à partir de ces petits points d'appui, je m'autorise à dire quelques mots sur l'adolescence, mais de façon un peu plus générique, et puis on reprendra les questions au fur et à mesure de vos remarques. Alors voilà ce que je voulais vous dire. L'adolescence relance la période de la petite enfance, où s'initie le rapport à la loi, le manque, les interdits, ce que Françoise Dolto nommait les castrations symboligènes humanisantes. On y reviendra si vous le souhaitez. Il faut entendre par castration comme une promotion d'un futur qui organise indépendance et autonomie, pour autant que l'enfant cède ses premiers objets de jouissance. Voilà qui pourrait faire fonction d'une définition sur qu'est-ce que grandir. À l'adolescence, ça a déjà été dit très bien, à l'adolescence, ce passage charnière entre différents âges et les complexes intrapsychiques et familiaux qui les accompagnent, cette adolescence produit des moments de vacillement, de solitude et même parfois de désespoir. Mais c'est également l'occasion de reprise et de redéploiement qui organise la possibilité de dépasser certaines difficultés inaugurales telles que l'inhibition, la confiance en soi et le manque de sécurité interne. La crise adolescente vient brouiller les cartes, mais aussi les rebattre et distribuer un nouveau jeu avec de nouveaux atouts. C'est pour cette raison qu'en japonais, c'est le même mot qui définit crise et opportunité. La fragilisation de cette période, tu l'as dit tout à l'heure très clairement, tient au fait que le référentiel tuteur se modifie. Le groupe, les pairs, PAIRS bien sûr, deviennent contenants et référents pour l'adolescent en lieu et place des parents. Ce qui fait d'ailleurs du thème, on en parlera j'espère, de l'amitié un thème tout à fait référentiel de l'adolescence. Cette mise à distance de l'enveloppe parentale organise la liberté, les essayages en sécurité, pour autant que celle-ci, la sécurité, a été acquise précédemment, c'est-à-dire à la petite enfance ou à l'enfance. Sinon, les expériences virent aux conduites à risque et non aux prises de risques mesurées et donc structurantes. Très brièvement, comme annoncé dans mon argument, mais ça a été évoqué tout à l'heure par toi très, très clairement, se convoque à cette tranche d'âge la question de l'identité, notamment sexuelle. En effet, bien qu'on naisse fille ou garçon, se repose à cette période précise la nécessité, pour chacun de nous d'ailleurs, d'adopter psychiquement notre singularité, d'où toutes les questions de genre qui se déplient maintenant, je pense qu'ils ont toujours été à l'œuvre, mais qui s'autorisent aujourd'hui à se revendiquer, à se poser. Par ailleurs, parce que je ne voulais pas me cantonner au Covid, il est évoqué ici et là les effets délétères du Covid et du confinement.
Cependant, dans ma clinique et dans mon observation, j'observe d'autres éléments, et notamment le fait que cette période d'adolescence est aussi une période de repli naturel et de confinement dans leur chambre, par exemple. Tout ça bien avant le Covid. Ce que je veux dire, c'est que cet isolement et ce confinement, ils en ont une certaine expérience, et pour certains, ils s'en sont particulièrement bien accommodés. Et par ailleurs, les réseaux sociaux, dont ils ont une pratique expérimentée, produisent une lucarne vers l'extérieur qui régule parfois, ça dépend comment c'est utilisé, cet isolement. Autre élément spécifique et plus actuel, le temps de l'adolescence s'allonge. Selon les références pédiatriques, anthropologiques ou psychoaffectives, il varie, mais nous pourrions avancer, et c'est une des fragilités de mon point de vue de l'adolescence, que d'une certaine manière, c'est Dolto qui le dit, ce n'est pas une période homogène. On pourrait presque dire que ce n'est pas une période au sens où c'est un entre-deux. Plus un enfant, mais pas encore un adulte. Dans ma pratique, là plutôt de psychanalyse, ce qui me semble le plus caractéristique et douloureux à cette période, c'est le maniement du temps et de la durée. C'est quelque chose que tu as évoqué aussi tout à l'heure. Tout sujet, dans sa trajectoire, traverse des moments douloureux. L'enfant, dans sa croyance à la toute-puissance des parents, les croit quand ceux-ci, les parents, annoncent ce moment douloureux, ça ne va pas durer. L'adulte sait par expérience que ça va passer. Enfin, ça peut passer. Pour l'adolescent, pour certains adolescents, mais pour l'adolescence en général quand même, c'est plutôt le poteau noir. Je veux dire qu'il est pris par l'actualité fascinante de sa douleur et de son désarroi. Il peine à élaborer la suite et parfois considère en quelque sorte comme une sorte de magie noire que ce qu'il est en train de vivre mal, ne s'arrêtera jamais. Et pour certains, cette chose qui n'en finit pas les convoque à en finir. C'est ce que tu as noté tout à l'heure. Pour les délocaliser de cette aspiration, seule la communication, la rencontre viennent faire échec à cette sidération. Je pense là encore que cette rencontre avec l'autre, l'expérience de l'ouverture à l'altérité, se tisse malgré tout dès le début de l'existence du sujet. Je le développerai peut-être tout à l'heure, mais je pense que d'une certaine façon, on peut comprendre véritablement le processus d'un adolescent que si on le met en rapport avec ce qu'il a vécu dans sa petite enfance. Non pas parce que c'est une répétition à l'identique, mais parce que c'est quand même une relance et que les conditions de possibilité de sa croissance à la petite enfance vont être tout à fait déterminantes pour ce passage de vacillement. Alors, enfin, le sujet d'ailleurs ne se constituant pas de lui-même, mais à l'occasion de la rencontre avec l'autre. C'est vraisemblablement plus encore l'autre et sa rencontre qui nous constituent comme sujet vivant et vitalisé par l'économie relationnelle distillée. L'amitié y tient un grand rôle, mais pas celle qui se tisse sur la toile. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Sur la toile, ce qui se tisse, c'est tout autre chose. Donc avec l'adolescence, risquons-nous à quelques approches, puisqu'on parle de relations et de communication, quand bien même, de la part des adultes que nous sommes, serait-elle maladroite, plutôt qu'à une neutralité observante qui mettrait en scène notre indifférence. Soyons prudents à ne pas définir cette période comme immanquablement, tu l'as dit, comme immanquablement difficile, au risque de pathologiser ce processus. Même s'il faut reconnaître que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il dure de plus en plus longtemps et donc cette période de fragilité, évidemment, est excédée de cette durée. Enfin, l'enjeu pour les adultes qui souhaitent élever, accompagner les ados,
se situe dans notre propre capacité à demeurer en lien, je l'ai dit tout à l'heure, avec notre propre adolescence. Intuitionnant cela chez nous, les ados peuvent facilement s'engager dans un transfert non pas de séduction, mais d'identification et d'inspiration positive. Jacques Brel disait « À 17 ans, un homme est fait, tout est déjà là ». Enfin, et puis j'arrête, si vous voulez un document qui dit quelque chose de magnifique, d'exemplaire sur le processus adolescent, je vous invite à regarder la série consacrée à Orelsan. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de regarder cette série, mais c'est l'histoire de ce frère d'Orelsan qui, très tôt, va filmer son frère en ayant la croyance et la conviction que ce garçon deviendra célèbre. Et donc, il le filme à tous les moments de sa vie, aux moments familiaux, au moment évidemment de musique, au moment de recherche, au moment de fête, au moment de désarroi, au moment de réussite, de tentative, enfin d'échec, erreur. Et ça pendant... il a maintenant 40 ans... Enfin, pendant 25 ans en quelque sorte, et on voit à plusieurs reprises dans ce doc que Orelsan disant à son frère surtout ne montre jamais ça, l'intimité d'un sujet en construction avec tous ses essais et tous ses erreurs, mais aussi tous ses rêves, et comment en fin de compte cette période a des zones d'ombre, a des zones de lumière, comment grâce à des rencontres qu'il a produites et auxquelles il s'est risqué, cet adolescent rêveur, un petit peu en dehors du système scolaire et du système de la vie active, mais en bricolant pas mal. Mais ce qu'on se rend compte dans ce sujet, c'est que ce garçon, enfin cet enfant, cet adolescent, puis cet adulte, avait épinglé quelque chose de son désir et qu'il n'a jamais lâché sur son désir. Et je crois que si on peut participer à produire les conditions pour qu'un adolescent épingle quelque chose de son désir, c'est ce qui me paraît le plus structurant et le plus garant d'une adolescence qui se passe plutôt positivement. Donc voilà, pour moi, la dimension un peu générique, je m'excuse, j'étais un petit peu long, mais la dimension générique de l'adolescence, à travers laquelle et pendant laquelle, pour certains, les choses sont un peu compliquées. Mais j'estime même que par rapport à la situation du Covid, par rapport à la question des réseaux sociaux, par rapport à un certain nombre de malaises dans la civilisation, en ce qui me concerne cliniquement, je suis beaucoup plus inquiet pour les 20-30 ans que pour les adolescents. Je voulais juste transmettre cette question à l'ensemble de l'Assemblée. Voilà. Merci Daniel. Et justement, alors comment, Malika, par exemple, toi, par rapport à ce que vient de dire Daniel, mais aussi ce que tu nous disais en introduction, comment toi, dans ta pratique récente ou plus ancienne, tu travailles cette question de la relation à l'adolescent et de l'accueil de ce qu'il est et éventuellement de sa souffrance ou des difficultés qu'il peut rencontrer ou des questions qu'il peut avoir et qu'il peut adresser aux adultes. Ça permettra aussi de nous parler de ce que c'est plus particulièrement une maison des adolescents, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse un peu ce type de structure. Voilà, bon, je te laisse nous dire quelques mots là-dessus. Alors moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, ce serait, je vais vous expliquer un petit peu où je travaille. Et je voulais l'illustrer par une petite vignette clinique pour vous montrer concrètement comment j'ai travaillé et comment je continue à travailler. Moi, j'ai travaillé principalement dans des lieux d'écoute, donc dans des lieux, on va dire, du care, du prendre soin, qui sont dans l'entre-deux. Donc les ados sont dans l'entre-deux. Et ben moi, j'étais dans des structures dans l'entre-deux, où on est entre les adolescents qui vont bien et ceux qui ont besoin d'être hospitalisés. Et on accompagne ceux qui ont besoin d'être hospitalisés ou qui ont besoin de soins vers le soin. Mais on accueille aussi ceux qui ont des petits problèmes, mais qui ont besoin d'une oreille, d'une écoute qui n'est pas forcément possible ou qu'ils ne souhaitent pas dans leur entourage. Donc moi, j'ai travaillé dans des lieux d'accueil généralistes, c'est-à-dire la maison des adolescents, le point accueil écoute jeune sont des lieux d'accueil généralistes.
On accueille les jeunes sur le principe de la libre adhésion. Donc libre adhésion, ils viennent s'ils en ont envie, de manière anonyme, confidentielle, et avec aucune restriction et aucun risque d'exclusion. Et ça, c'est très important, parce que les lieux que fréquentent les adolescents, ils ont la connaissance de l'exclusion. À l'école, s'ils vont trop loin, ils peuvent être exclus. Dans une formation, s'ils ne viennent pas, à un moment donné, ils vont être exclus. S'ils dépassent le cadre, ils vont être exclus. Moi, j'ai travaillé dans des lieux où on ne peut pas les exclure et on les accueille quoi qu'il en soit. Ça ne veut pas dire qu'on peut y faire n'importe quoi et qu'un ado qui fait n'importe quoi, on ne lui dit pas à un moment donné qu'il faut qu'il parte de la structure, mais il pourra toujours revenir et il sera toujours accueilli. Et ça, c'est très important. Et ça surprend beaucoup les ados. On n'a pas l'habitude, souvent, ils n'ont pas l'habitude de ces lieux-là. Il y a beaucoup... Alors, la différence entre les PAEJ et les maisons des ados, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les PAEJ sont plutôt sur la question d'un accueil en lien avec les éducateurs de rue, la prévention spécialisée de 12 à 25 ans, plutôt sur quelque chose de généraliste mais lié à l'insertion. Et puis les maisons des ados sont plus proches du soin puisqu'il y a des soignants dans les équipes et que l'idée c'est vraiment qu'ils aient accès aux soins plus facilement. Voilà. Enfin, l'accès au droit, l'accès aux soins dans les maisons des ados et les PAEJ, c'est travaillé aussi. Mais on a plus de soignants dans les équipes de maisons des adolescents. Moi, ma mission, c'est d'accompagner, d'accueillir les jeunes. Accompagner, pourquoi ? Alors d'abord, tout à l'heure, on a parlé de ce besoin, du lien social dès la prime enfance, mais à l'adolescence qui change un petit peu. Moi, je fais référence à Serge Pogam, qui définit la fonction du lien social comme une fonction de protection et de reconnaissance. Protection, c'est-à-dire ça nous met dans une dépendance à l'autre. Et puis, quand on est enfant, on est dépendant des parents. Et puis, à l'adolescence, on devient dépendant, interdépendant de nos pères, PAIR, de notre famille, toujours. Et pourtant, on essaye de devenir indépendant tout en restant dépendant pour rester dans l'amour de ses parents. Et puis, cette question de la reconnaissance, parce que cette reconnaissance, elle nous permet d'exister dans le regard de l'autre. Et ça, c'est très important pour les adolescents, et c'est très important d'exister dans le regard de leurs parents et d'exister dans le regard des personnes qui les entourent. Et moi, quand j'accompagne, je leur montre que être en lien avec un adulte, ça peut avoir un intérêt. Et quand on est en difficulté pour être en lien avec sa famille, pour être en lien avec les adultes qui sont nos parents, montrer qu'avec un éducateur, avec un psychologue, avec un animateur, on peut à nouveau être en lien et c'est pas dangereux. Et puis ça peut nous servir. Ça montre que cette dépendance, elle peut servir à quelque chose. Donc ma mission, c'est d'accueillir, d'écouter, mais aussi d'être là. Être là, ça veut dire être disponible à l'autre, mais aussi être là dans la permanence, c'est-à-dire à un moment donné, on n'était pas d'accord. À un moment donné, l'adolescent, il est parti en claquant la porte. Il revient, je suis toujours là et je tiens. Et ça, les adolescents, ils essayent de nous montrer qu'on ne va pas tenir. Et quand ils ont des adultes en face qui arrivent à tenir, c'est important pour eux. Donc, je voulais vous parler d'une jeune fille que j'ai accompagnée à Mayotte. Alors, je vais préserver l'anonymat et puis je ne vais pas donner son nom. Mais c'est une jeune fille qui m'a beaucoup marquée. Elle est arrivée sur le point accueil et écoute jeune en venant à l'extérieur et elle ne rentrait pas. Elle ne rentrait pas, pour autant elle passait, elle revenait, elle passait, elle revenait. Et puis à un moment donné, c'est moi qui suis sortie. Et c'est ça qui a permis la rencontre. Donc je suis sortie, je suis allée vers elle. Et puis j'ai échangé avec elle et elle a accepté d'entrer dans le bureau d'entretien. Elle a accepté d'entrer dans le bureau d'entretien parce que la première chose qu'elle voulait, c'était retourner à l'école. À ce moment-là, elle venait d'avoir 18 ans. Et elle voulait retourner à l'école. Elle n'y était plus depuis, je pense, 3 ans. Ça paraît bizarre peut-être ici en métropole, mais à Mayotte, c'est fréquent qu'à 15 ans, des jeunes soient déscolarisés, même s'il y a une obligation scolaire.
Elle veut retourner à l'école, très bien. Donc moi, j'accueille sa demande. J'imagine bien qu'il y a des choses derrière, mais elle ne veut pas en parler. Mais sauf que pour retourner à l'école, son souhait, pour y répondre, on doit faire des démarches administratives. Donc on est obligé de passer par la case des papiers. Et si on passe par la case des papiers, parce que cette jeune fille, à ce moment-là, n'avait pas de document d'identité. C'est-à-dire qu'elle était comorienne, d'origine comorienne, elle n'avait pas de titre de séjour. Pour autant, elle avait grandi en France depuis la toute petite enfance. Elle était arrivée, je ne sais pas, à 2 ans peut-être, je ne me souviens plus. Donc il y a besoin de retracer un peu l'histoire familiale pour pouvoir obtenir ces papiers. Donc on fait les démarches, et en faisant les démarches, elle m'apprend de manière très distanciée qu'en fait, elle ne vit plus avec sa mère. Elle a été placée en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, suite à une agression sexuelle dont elle a été victime. Et suite à cela, en fait, sa famille l'a mis à la porte, ne supportant pas l'agression sexuelle, puisque cette jeune fille n'était plus vierge dans la famille, et ça faisait honte à la famille. Un placement très difficile avec une jeune fille qui continue à être scolarisée, mais qui sèche les cours pour pouvoir retourner auprès de sa mère, et qui à chaque fois se fait rejeter par sa mère. Des rejets multiples. Et voilà. Et elle arrive à 18 ans donc sur le PAEJ avec cette demande-là. Peu d'émotions pour raconter l'agression sexuelle. Et du coup, nous commençons cette démarche. Parce qu'en fait, moi, je réponds en fait à ce qu'elle me propose. Elle me dit, je veux faire cette démarche, je réponds à cette démarche. Et puis, au fur et à mesure des entretiens, donc on commence les démarches. On essaye de voir un petit peu sur quel projet on pourrait travailler avec elle. Mais en fait, au fur et à mesure de cette démarche-là, elle commence à s'ouvrir un petit peu. Et elle s'ouvre un petit peu. C'est une jeune fille donc, qui est isolée. La prise en charge aide sociale à l'enfance est terminée puisqu'elle a 18 ans et qu'il n'y a pas d'accompagnement jeune majeur à Mayotte. Donc c'est terminé. Elle est hébergée par des personnes à droite et à gauche. Et puis elle finit par être hébergée par un homme. Et ça, elle commence à en parler et elle finit par être hébergée par un homme en fait, qui est violent avec elle. Et moi qui commence à la connaître et à l'accueillir régulièrement, je m'aperçois que quand elle est bien, elle est très bien habillée, mais quand elle est mal, elle est très mal habillée. Et petit à petit, je lui signifie, moi, ce que je repère chez elle. Mais elle n'accepte pas de me parler de ce qui l'a fait souffrir. Elle acceptera de m'en parler pour la première fois par SMS. Donc nous sommes dans le bureau d'entretien, je lui pose des questions à l'oral, elle me répond par SMS. Et c'est comme ça que j'apprends qu'elle est agressée physiquement par son petit ami. Les entretiens suivants, et ça c'est pour montrer un petit peu comment on peut s'adapter, elle va sortir une feuille. Enfin, moi, je laisse toujours quelque chose sur la table, en fait, dans mes entretiens. Ou dans le salon, il y a toujours quelque chose, des mouchoirs, ça peut servir. Des feuilles. Et elle prend la feuille de papier et elle répondra à mes questions comme ça. Et sans être sous mon regard, elle peut me parler des agressions qu'elle a subies. Je résume, mais ça prend plusieurs mois tout ça, hein, et c'est bien parce qu'on est là en permanence et parce qu'on écoute en permanence. Enfin, en permanence, pas tous les jours. Moi, je suis sur la permanence 1 fois par semaine. Elle va venir parfois toutes les semaines, parfois 1 semaine sur 2, puis parfois je ne vais pas la voir pendant 1 mois, puis elle revient. Et puis jusqu'au jour où elle arrive sur la permanence, donc elle est très mal habillée. Elle a un foulard sur la tête, je ne la vois pas. Elle entre dans la salle d'entretien, je comprends que ça ne va pas, elle ne veut pas en parler. Et puis elle enlève son foulard et donc je vois qu'elle a des cicatrices sur le visage et elle me montrera après dans la suite de l'entretien qu'elle en a dans le dos. Donc elle a été agressée la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, par son petit ami. Elle est partie du domicile puisqu'elle a reçu beaucoup de coups de couteau. Donc suite à cela, là moi je suis choquée et je lui fais part aussi de mon choc et de l'urgence à prendre soin d'elle. Et l'urgence à prendre soin d'elle,
pour elle, c'est très difficile. Donc on la met à l'abri en lui trouvant un logement dans lequel elle va tenir 4 jours, 3 jours, je ne sais plus, très peu de temps. Et puis, pour que ça tienne plus longtemps, justement, et qu'elle se protège plus, qu'on puisse prendre soin d'elle, je vais l'accompagner chez une psychologue qui aide les femmes victimes. Et quand je dis je vais l'accompagner, c'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que je lui parle de psychologue, qu'elle a compris l'intérêt, parce que c'est une jeune fille qui élabore, l'intérêt d'aller voir une psychologue, mais qu'elle refuse d'y aller, et surtout d'y aller seule. Et c'est là que je m'aperçois à quel point il y a un transfert sur moi, et notamment sur les fonctions parentales, sur la fonction de la mère. Et je vais réussir à l'accompagner vers une thérapie en allant physiquement avec elle dans les rendez-vous auprès de la psychologue, parce que la psychologue m'invite à venir dans les rendez-vous, sinon elle ne parle pas. C'est-à-dire que les premiers rendez-vous, j'attends dans la salle d'attente, elle ne parle pas à la psychologue. Il faut que j'entre dans l'espace de l'entretien pour qu'elle accepte de parler à cette psychologue. Et au bout de 2-3 rendez-vous, je peux me libérer, la libérer, et nous pouvons faire séparation, et elle peut continuer son chemin. Voilà, c'était une petite situation. Petite situation. Je voulais partager cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. Ça a été une jeune avec qui j'ai eu un lien très fort. Et avoir fait tout ce travail, ça m'a permis aussi de partir assez sereine de Mayotte, parce que cette jeune-là, elle a continué de venir sur le PAEJ suite à cela. Elle a fait une formation, elle a passé son BAFA. Elle était maman, j'ai oublié de le dire. Elle était maman et elle s'est aperçue en passant son BAFA, elle a fondu en larmes parce qu'elle s'est dit qu'elle était une mauvaise mère et qu'elle n'éduquait pas bien son enfant. Mais elle a tenu, elle a fait son stage pratique. Pendant son stage pratique, elle m'appelait 1 jour sur 2 pour vérifier que les animations qu'elle proposait, elles allaient être bien pour les enfants. Elle passait toutes les semaines pour préparer ces animations. Mais aujourd'hui, je suis partie de Mayotte, le départ s'est fait et je sais que cette jeune fille, elle va un peu mieux. Donc ce que tu nous dis là, et ça permettra peut-être de faire la transition avec le travail que tu peux engager avec l'équipe dans laquelle tu es aujourd'hui ou avant. Tu nous parles effectivement là de la question de l'accueil, de la question de l'écoute, de l'observation. Et tu nous parles aussi, j'ai le terme que j'aime bien chez Jean-Henri quand il parle, il faut avoir de la bienveillance, mais surtout de la veillance. Et j'aime bien le terme de veillance, c'est-à-dire d'être à la fois attentif, en veille, en écoute et ouvert à quelque chose. Et donc qui permet effectivement de pouvoir accueillir. Ça peut aussi interroger, peut-être on en parlera tout à l'heure, sur la manière dont aussi on accompagne les professionnels pour qu'ils soient en capacité d'être dans cet accueil-là, pour eux-mêmes et elles-mêmes être sécures, pour pouvoir accueillir ces différentes formes de souffrance plus ou moins fortes. Et ce que nous parle là, des choses de très fort. Peut-être que toi, Céline, par rapport à ton expérience, tu as aussi envie de nous dire quelque chose sur à la fois le projet dans lequel tu es rentré il y a quelques temps, parce que cette équipe s'est constituée il n'y a pas très longtemps, mais tu as aussi une longue expérience en pédopsie, et donc la manière dont tu conçois la question de l'accueil, et en plus d'une éducatrice dans une équipe pluridisciplinaire en pédopsie. Peut-être que tu peux en dire quelque chose. Oui, alors ça fait beaucoup de choses. Oui, déjà, c'est vrai que l'histoire que tu racontes, moi, ça me parle beaucoup parce qu'il y a un point essentiel, je trouve, pour travailler avec des adolescents, c'est l'alliance thérapeutique, ce que nous, en milieu hospitalier, on appelle l'alliance thérapeutique. C'est d'avoir ce lien avec l'adolescent et cette confiance, mais mutuelle et réciproque. Avec un adolescent, si on n'a pas, nous, confiance en lui, il n'aura jamais confiance en nous. Donc c'est vrai qu'avec un ado, il faut accepter de lâcher un peu, nous, de nos représentations, de nos valeurs, de ce qu'on dit, il faut pas, pour faire un pas vers l'adolescent, lui montrer qu'on entend sa souffrance, lui montrer qu'on est là pour l'aider, pas pour juger, et puis petit à petit, comme ça, de grignoter un petit peu de terrain jusqu'au jour où il nous fait confiance et où on peut travailler. Et après, effectivement, il y a tout ce travail aussi de relais. Parce qu'effectivement, quand on devient l'unique aussi interlocuteur de l'adolescent et l'unique identification qu'il peut faire, c'est pas bon non plus.
Parce qu'on n'est pas tout puissant, même nous, je pense, dans ce qu'on peut renvoyer et recevoir d'un adolescent, dans toutes ces histoires de transfert et contre-transfert. Devenir l'unique interlocuteur d'un adolescent, ils savent nous mettre en position, nous aussi, de toute puissance. Où on peut se dire, ah bah oui, il parle que à moi, il ne vient que quand moi je lui dis de venir, quand moi je lui dis quelque chose, il fait, et pas les autres. Et ça, c'est hyper dangereux après dans tout l'accompagnement, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui peut les aider. On parlait là d'équipe pluridisciplinaire. Effectivement, moi j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le centre hospitalier de la Fondation Vallée à Gentilly, où on travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc on est avec des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs. On a l'ASH qui fait partie aussi de travail d'accompagnement, pédopsychiatre, cadre, assistante sociale, orthophoniste, psychomotricienne. Je pense que j'ai oublié personne. Et voilà, et c'est toutes ces personnes-là qui vont pouvoir faire en sorte que l'adolescent arrivera à aller, dans le meilleur des cas, mieux, mais dans le pire des cas, au moins un peu moins mal, pour arriver à se projeter en avant. Et si on reste justement dans cette toute-puissance de « il n'y a que moi », bah forcément, ça va scinder avec le reste de l'équipe. Ça va scinder l'adolescent dans sa construction psychique aussi, en n'ayant qu'un seul système identificatoire. Et dans tous les cas, ouais, c'est très mauvais. Mais c'est pas évident aussi de passer le relais. Et c'est très important justement de pouvoir avoir des gens à qui parler, nous, en tant que professionnels, de ce qu'on peut ressentir avec les adolescents, de ce qu'ils peuvent nous faire vivre, parce que parfois, ils nous remuent pas mal quand même. Et si on garde ça pour nous, on rentre aussi dans ce système d'appropriation d'un adolescent ou d'une adolescente en particulier. Et pour moi, en fait, là, on n'est plus professionnel. Parce qu'on ne peut pas se substituer à la famille, on ne peut pas se substituer aux parents, on ne peut pas se substituer aux amis. Enfin, tu parlais aussi tout à l'heure, c'était le rôle de la mère, mais la mère ne peut pas. Mais c'est pas pour autant que nous, on doit devenir la mère et prendre le rôle de la mère. Et c'est vrai qu'avec des adolescents, on marche toujours sur un fil quand même. Il faut que je reste professionnel, mais en même temps, il y a tellement d'affects qui nous traversent qu'on peut aussi vite tomber après dans la surprotection. Ah ben non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Ah ben non, je veux le garder avec moi. C'est assez délicat comme question. Petite parenthèse. Parce que c'est vrai que cette histoire m'a touchée aussi, m'a beaucoup parlé de cette jeune fille où, effectivement, dans les services nous, de pédopsychiatrie, on voit aussi beaucoup de jeunes adolescentes et même des adolescents victimes d'agressions sexuelles, victimes de harcèlement, et ils se retrouvent après face à des adultes en qui ils n'ont aucune confiance, parce que s'ils ont sollicité un adulte avant, ils n'ont pas forcément eu la réponse qu'ils attendaient. Donc ils arrivent dans une unité de soins avec plein de professionnels qui lui disent « Oui, tu vas voir, nous on est là pour t'aider, on ne va pas te juger, tu peux nous parler. » Oui, bah, sauf que l'adolescent il va dire « T'es qui toi, je ne te connais pas » quand il parle. Et c'est vrai, moi, ça m'a rappelé aussi un jeune homme qu'on avait reçu, parce qu'il y avait eu multiples prises en charge, et à chaque changement d'intervenant, il y a tout qui se effondrait. Donc, il est arrivé dans l'unité d'hospitalisation. Il était très, très apathique, très, très renfermé sur lui-même. Il n'y avait aucun affect qui ressortait. Il était mutique. C'était très difficile de rentrer en contact avec lui. Et moi, du coup, j'ai appelé... il vivait avec sa petite sœur et sa mère. Il n'y avait pas de papa dans le circuit. Donc, j'avais appelé la mère pour essayer de savoir à quand ça remontait, cet état apathique, et comment il était quand il était petit. Donc, on a pu échanger beaucoup avec la mère. Et bon, je passe les détails, mais en gros, à l'heure actuelle, c'était un jeune homme, il devait avoir 14 ans à l'époque. Il ne pouvait rentrer en communication que par le biais d'un jeu vidéo. C'est-à-dire, alors sa mère était complètement désemparée parce qu'elle disait non, il faut qu'on se parle en face. Donc forcément, les adolescents peuvent être très, très renfermés et très têtus. Lui, c'était non, bah, de toute façon, si tu joues pas au jeu avec moi, je te parlerai pas. La petite sœur s'était mise au jeu vidéo pour pouvoir communiquer avec lui. Et donc avec cette information-là, je me suis dit, le seul moyen de rentrer en lien avec lui, c'est par un jeu vidéo. Donc j'ai monté un atelier thérapeutique d'une médiation autour des jeux vidéo sur l'unité, dans lequel il était inscrit avec d'autres jeunes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, une manette entre les mains et un écran devant les yeux, il était capable de parler à tout le monde, de communiquer de manière adaptée, comme un ado qui va bien, lambda, qui n'a pas de problème de communication. Il parlait avec tout le monde en regardant son écran et avec sa manette dans la main. Bon.
Le constat étant fait, maintenant, il fallait entrer moi en communication avec lui. Et donc, j'ai commencé après le soir, parce qu'en fait, lui, il était hospitalisé à temps complet, et la journée, on pouvait avoir aussi des jeunes qui venaient juste pour la journée, qui repartaient le soir. Et lui, il restait hospitalisé le soir, donc du coup, le soir, je me disais, bah tiens, tout à l'heure, on est resté sur la partie, si tu veux, on va continuer. Alors, j'ai commencé à jouer avec lui. Alors, au début, c'est pas parce que je jouais avec lui qu'il me parlait, parce que justement, moi, j'étais un professionnel, j'étais pas un adolescent, j'étais pas comme lui, donc pourquoi il me ferait confiance? Et j'ai commencé à parler aussi un peu de moi. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'en psychiatrie, ça peut être dangereux de parler de soi, mais je pense qu'avec des adolescents, si on livre pas un peu de nous, on peut pas leur demander, eux, de nous livrer des choses. Parce que c'est vrai que ça peut paraître hyper intrusif, les prises en charge, parce qu'on demande, on épluche, et l'enfance, comment ça s'est passé, et madame, votre grossesse, est-ce qu'il y a eu des difficultés, et votre vie personnelle, et à l'école, comment ça se passe, et est-ce qu'il avait des copains, des copines, enfin, c'est quand même assez intrusif. Donc on ne peut pas demander à un adolescent de nous confier autant de choses de sa vie privée si nous, on ne livre pas un petit truc. Après, c'est mon point de vue à moi, c'est pas forcément universel, et il y a du bon, il y a du mauvais partout dans les prises en charge. Moi, c'est ma méthode à moi de me livrer un peu. Alors du coup, je dis, bah oui, moi je joue souvent aux jeux vidéo, j'aime bien ceci, cela. Je pars du jeu vidéo, de mon expérience à moi avec les jeux vidéo. Et petit à petit, pareil, hein, c'est quelque chose qui a pris plusieurs semaines avant qu'il me décroche un mot, il a commencé à me parler. Et au bout de plusieurs prises en charge, parce que la temporalité est longue en psychiatrie, ça prend plusieurs temps, ça prend des mois. Et en fait, cet adolescent, il avait vécu un traumatisme tel que le monde extérieur lui paraissait dangereux. Il avait voulu se confier à sa mère, mais la chose qu'il avait vécue était tellement horrible que sa mère n'a pas pu entendre que son enfant avait vécu quelque chose de cet ordre-là au niveau d'agression sexuelle multiple, enfin un truc, je passe les détails parce que c'est sordide et c'est pas le but, mais la maman en fait était tellement sidérée de ce qui est arrivé à son enfant et de se dire j'ai pas pu le protéger, qu'elle a préféré nier cet événement et l'a ignoré. Ce qui fait que l'adolescent, il s'était confié sur quelque chose de difficile qui lui était arrivé, il avait été chercher de l'aide auprès de sa mère, mais de son point de vue, sa mère ne lui avait pas répondu. Et c'est à partir de ce moment-là où il s'est enfermé dans son mutisme, en disant de toute façon, le monde extérieur, le monde réel qu'on dit ici, en fait, il est abominable. Il y a des gens qui peuvent faire des choses atroces, ils ne sont pas punis. Je cherche de l'aide auprès de ma personne d'identification, ma mère, qui me laisse tomber. Donc, pourquoi je voudrais vivre dans ce monde-là? Alors, certains adolescents passent par la tentative de suicide pour élaborer la fin de cet épisode douloureux. Lui, il s'est dit, je vais partir dans un monde virtuel, un monde où là, je peux maîtriser les choses, les rapports entre les personnages. Je peux maîtriser l'environnement qu'il y a autour de moi, je peux maîtriser ce monde-là, et ce monde-là, du coup, n'est pas dangereux. Alors que le monde réel était dangereux. Donc après, il y avait tout un processus de déconstruction de ce psychisme-là, parce qu'il s'était construit depuis l'âge de 10 ans avec cette idée-là. Et du coup, ça a été de déconstruire le monde virtuel pour reconstruire la réalité à côté. Alors c'est une prise en charge qui a duré 3 ans et demi. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais tout ça pour dire que si j'avais pas, je pense, parlé un peu de moi et de mon expérience des jeux vidéo, et que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo aussi, et que tiens, on peut jouer tous les deux, je sais pas. Peut-être que oui, hein, sur une autre méthode, mais je sais pas s'il aurait réussi à se livrer comme ça. Et c'est vrai qu'avec un adolescent, l'alliance thérapeutique, elle est essentielle. Parce que si on n'a pas son consentement, son accord, forcément, on pourra lui dire ce qu'on veut, il ne nous entendra pas, il ne nous écoutera pas. Donc, oui, voilà, ça m'a fait rebondir. Je ne sais pas, j'étais peut-être un peu hors sujet. Non, pas du tout. Je peux peut-être faire réagir Daniel, après on passera un peu aux questions de la salle. Par rapport à ce que tu as entendu, je t'ai vu réagir plusieurs fois, hocher de la tête, alors peut-être en accord ou en désaccord, mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots par rapport à comment tu réagis à tout ça. Oui, deux, trois petits mots. D'abord, les deux témoignages sont tout à fait touchants. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur ces deux adolescents-là, enfin une jeune femme et un adolescent. Et puis la loyauté, j'ai envie de dire, des intervenantes parlant de leur pratique. Moi, je m'autorise à penser qu'on apprend aussi beaucoup sur elles et sur leur façon de travailler.
parce que vous avez entendu comme moi le point commun qu'il y a dans ces deux situations, et qui me permet d'introduire un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est que jusqu'à 10-12 ans, un enfant est à l'intérieur de sa constellation familiale. Ça veut dire que le rapport à la loi, le rapport à la maîtrise, le rapport au savoir, il passe par les parents, c'est-à-dire par la toute-puissance paternelle, par la toute-puissance maternelle. Et donc, il y a quelque chose comme ça de soumission à une parole indéfectible et intouchable. Bon. Et puis ce qui se passe à la puberté, ce qui se passe à l'adolescence, c'est qu'on va rencontrer les autres. Donc c'est pour ça que j'avais parlé dans l'argument que l'adolescence, c'était sortir du ventre de la famille, et on va rencontrer d'autres familles. Et on va rencontrer d'autres parents, c'est-à-dire les parents de ses copains. Et ce qu'on se rend compte, ce dont se rend compte l'adolescent, c'est qu'un adulte, c'est pas grand-chose. Et il se rend compte de la faillibilité de l'adulte. Parce que jusqu'à présent, ses parents, qui paraissaient solides, enfin, sauf exception bien sûr, mais qui paraissaient solides, intangibles dans leurs valeurs et dans leur discours, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres façons de penser. Et ils se sont rendus compte aussi, en étant plus réceptifs à ce qui se passe autour d'eux, ils se sont rendus compte de leurs failles, de leurs désaccords entre eux, les désaccords conjugaux. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la chute des adultes au regard des adolescents, quand ils arrivent dans l'adolescence. Et dans les deux histoires qu'on nous a racontées, vous avez très bien expliqué que les adolescents qui vivent quelque chose d'extraordinairement difficile, dans les deux cas, ils n'ont pas pu compter sur les adultes le plus de référence. Alors déjà, les adultes, c'est pas terrible parce que dans les deux cas, on se fait agresser sexuellement et physiquement, donc un adulte, c'est dangereux. Mais encore plus, quand on demande de l'aide à ses parents, adultes tout-puissants, ses parents sont défaillants. Et je crois qu'un des vacillements les plus graves pour l'adolescence, c'est de s'apercevoir qu'un adulte, dans le fond, c'est pas grand-chose. C'est même parfois pas grand-chose du tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'étais très sensible, et là aussi, vous êtes en symétrie, c'est pas le savoir-faire du professionnel que j'ai entendu, moi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est le savoir-être de deux personnes. C'est la capacité à sortir justement de son cadre professionnel strict pour inventer quelque chose. Vous êtes sorti, tu es sorti parce qu'elle ne rentrait pas, et vous êtes mis à jouer, à parler de votre goût pour le jeu, ce que je trouve être une façon de parler de vous tout à fait anonyme, je veux dire par là respectueuse, parce qu'il y a parler de soi et parler de soi. Parler de soi comme ça ne me gêne pas. Par contre, embarrasser l'adolescent de sa propre névrose, c'est emmerdant, même si beaucoup de professionnels se laissent embarquer dans cette affaire. Bon, pour des raisons narcissiques qu'on ne va pas développer là. Donc, toutes les deux, vous avez su inventer quelque chose pour sortir du cadre, je dirais, traditionnel des adultes, ce cadre traditionnel qu'avaient trahi les adolescents. Donc, les adolescents ont eu, dans les deux situations, l'intuition que là, allez, on va le dire comme ça, c'était pas des adultes tout à fait comme les autres. Et que ceux-là, peut-être, on pouvait leur faire confiance, même si ça prend du temps. Je suis sensible à cette question d'alliance. Donc, ils vont pouvoir réinitier leur rapport de confiance grâce à deux personnes qui sont sorties de leur cadre, entre guillemets, tout en le respectant, mais qui en sont sortis malgré tout, qui ont pris ce risque-là. Et en fin de compte, c'est ça. Ce qui va accrocher l'adolescent et ce qui va produire du transfert, c'est qu'il va bien avoir l'intuition que les deux adultes qu'il a en face de lui, les deux adultes ont pris un risque. Ils sont sortis de leur zone de confort, ils sont sortis de leur professionnalisme pour offrir quelque chose de leur être et non pas de leur savoir-faire. Et enfin, la dernière chose, et vous l'avez très bien dit, pour moi, la meilleure façon, dans certaines circonstances, d'écouter un adolescent, c'est de lui parler. Parce que, de fait, il y a véritablement à sonoriser quelque chose dans le lien, parce que le silence est terrorisant. Et vous avez vu, vos deux vignettes étaient tout à fait remarquables de ce point de vue-là. Lui, il se planque derrière la vidéo, les manettes, et cette jeune femme, elle se plante derrière une feuille, parce qu'elle ne peut pas être dans le face-à-face en train de déposer quelque chose de son intime.
Mais encore faut-il qu'ils sentent, ou qu'elles sentent, les deux personnes, la capacité du professionnel à sortir un petit peu des fourches codines de ce qu'il est bon de faire. Bon. Et là, on s'aperçoit que, bien sûr, il y a du professionnalisme, mais il y a aussi du sujet professionnel qui se risque à une autre position que quelque chose de tout à fait traditionnel. Et donc, pour moi, ce sont deux pistes vraiment passionnantes sur la façon d'écouter les adolescents que je me risquerais à résumer de cette façon-là, c'est qu'avec les adolescents, il faut savoir se mouiller. Il faut savoir s'engager. Il faut savoir donner quelque chose de soi-même. Après, on ne l'embarrasse pas avec ce qu'on donne, mais on est dans le donnant-donnant. Et c'est le donnant-donnant qui fait qu'il y a une sorte d'équivalence, il y a une sorte de respect, il y a une sorte de parité et d'équité qui fait que, enfin, même si ça prend du temps, enfin, il va pouvoir, en sécurité, déposer quelque chose. Et nous, les adultes qui l'a croisé là, eh bien, on va, au nom de la communauté des adultes, l'aider à réapprivoiser le monde des adultes qui est, il faut le reconnaître, assez régulièrement défaillant. Donc, ils ont bien raison de se méfier. Ils ont bien raison de se méfier. Et nous, adultes qui les accompagnons, on a toutes les bonnes raisons d'essayer de les relancer dans cette relation, mais on doit respecter aussi leur méfiance parce qu'ils ont parfois des très bonnes raisons de se méfier des adultes. Merci Daniel. On va vous donner maintenant la parole, mais un petit sas pour effectivement permettre peut-être de digérer un peu ce qui s'est dit, puis après on aura d'autres questions éventuellement, j'aurais que vous poser justement sur la question de la place des parents, etc., et des professionnels. Mais peut-être là en proximité, pendant 4-5 minutes, en petit groupe de proximité, prenez le temps juste d'exprimer un petit peu à 3-4 personnes ou 5 personnes ce que vous avez entendu, les questions que ça vous pose, etc., pour qu'après ça puisse nourrir peut-être des questionnements que vous aurez envie de poser. Alors, je dis questionnement, remarque, pas de côté, etc. On n'est pas que forcément dans du question-réponse, mais ça peut être aussi des remarques que vous avez envie de faire plus globales. Donc, on vous laisse comme ça quelques minutes prendre le temps de discuter en proximité sur ce que vous avez entendu. Et puis, on se remet en position d'échange avec nos 3 invités d'ici 4-5 minutes. Voilà, je vous laisse réagir. Le top départ des quelques minutes. Sous la table. À la sortie de prison, il avait tellement vécu des choses compliquées. Avant, c'était quelqu'un qui était très frontal dans la provocation. Il est sorti de prison, je l'ai reçu, il était caché sous la table. On a fait plusieurs entretiens planqués sous la table. Il y a le côté régression, parce que nous, c'est ça qu'on va travailler avec la psychologue, c'est
On se laisse encore 1 minute ou 2 et puis on va reprendre le cours de l'échange. Bien, ben, je vous propose qu'on se réinstalle pour qu'on puisse prendre le temps de... On a largement le temps des questions et des échanges, et puis après, des compléments que pourront nous apporter nos 3 intervenants et intervenantes. Il suffit que vous leviez la main. Alors, vous avez envie d'intervenir individuellement, vous avez envie d'être le porte-parole d'un petit échange que vous avez eu dans le groupe, vous avez envie d'interjeter... par rapport à ce que vous avez entendu, etc. N'hésitez pas. On n'est pas uniquement que dans la question-réponse, même s'il peut bien sûr y avoir des questions sans aucun souci. Qui est-ce qui a envie éventuellement d'intervenir, de lancer l'échange? N'hésitez pas à lever la main. La première question est toujours difficile. On peut passer à la deuxième. Voilà. Geoffrey. Voilà. Nous, on a abordé plusieurs choses, mais bon, peut-être revenir en lien avec le titre, dans la question de la période, dans une période de grande fragilité, comment on peut aider dans ces moments-là, qu'on met en lien avec comment nous, adultes, on vit aussi des périodes de fragilité, mais dans l'environnement qui est tout le temps changeant, qui pouvait l'être moins dans le passé, et comment on s'autorise à raconter cette difficultés qu'on peut avoir personnellement, enfin en tout cas comment on vit ce changement permanent en lien du coup avec cette question de l'adolescence qui est liée à son âge, mais l'environnement est plus changeant aujourd'hui. Merci. On peut prendre une autre remarque ou question, puis après... Oui. Oui, bonjour. Juste la question qui s'adresse au monsieur, je voudrais savoir pourquoi vous inquiétez plus pour les 20-30 ans que les 15, voilà, ça m'intéresse ça. Daniel a fait un peu inquiéter les trentenaires. Alors, une autre remarque là-bas, oui. Oui, alors moi j'ai bien compris qu'il fallait sortir un peu du cadre de la convention, etc. Donc ça, je pense que de toute façon, quand on est éducateur, on a toujours la nécessité que ce soit dans l'éducation ou dans aider des adolescents, on a toujours la nécessité de trouver des astuces, innover, être créatif. Après, je me demande, alors sortir du cadre, ok, je pense qu'on peut le faire, mais il faut quand même rester professionnel. C'est là que se pose le curseur. C'est-à-dire où, là, je vais être engagé un peu trop affectivement, ou est-ce que ça va m'emmener? J'ai envie de le faire, donc je le fais. Et voilà, donc je pense qu'une des réponses que j'ai pu comprendre, c'est qu'il faut le faire avec un collectif, certainement en parler, pour ne pas être l'unique représentant. Seulement, la personne, ce jeune homme ou cette jeune fille, c'était vous l'unique qu'elle voulait dans l'accompagnement, qu'elle voulait avec le micro pour jouer. Et à quel moment, justement, on ne les trahit pas en remettant ce problème-là dans un collectif? Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que vous en avez reparlé en équipe? À quel moment vous vous êtes dit, bon là, il ne faut pas que j'aille plus loin? Vous voyez, c'est ces notions-là d'affectif, de sortir du cadre, mais pas se laisser embarquer trop loin quand même. Donc être pro, et ça s'apprend. Je pense qu'il y a des formations. J'aimerais qu'on en parle un peu de ça. Ah oui, je pense que ça rejoint aussi la Oui, première question en tant qu'adulte, comment on peut
se positionner aussi, et ça s'apprend sur le terrain, en fait, je dirais. Oui, on a une formation théorique de base, mais tout ça s'apprend sur le terrain. Et avec ce jeune homme, quand je jouais avec lui, effectivement, j'étais dans le lien duel, mais je lui disais toujours que de toute façon, tout ce qu'on se dit tous les deux, je le partagerai aussi avec l'équipe. Parce que je lui ai toujours dit que c'est important même pour nous de rester dans nos têtes professionnelles, de dire je suis éducatrice de l'unité, tout ce qu'on va se dire, je le dis aussi à l'équipe, parce que l'équipe a besoin de le savoir aussi pour savoir comment se positionner par rapport à toi ou t'aider toi. Le médecin a besoin de le savoir pour essayer de comprendre ce qui se passe chez toi. Donc c'est aussi c'est des contrats, mais des contrats de sincérité avec ces ados-là. Tu me confies des choses, mais je ne le garderai pas pour moi, je le partagerai avec l'équipe. Parce que c'est important de partager en équipe, parce que je suis une professionnelle aussi, je ne suis pas ton amie, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta tante. Et c'est comme ça que déjà, on est... Même si lui ne parle qu'à nous, il sait très bien que ça va être dit à tout le monde. Donc il y a des tiers existants symboliquement déjà dans la relation. Et ensuite, après, c'est aussi introduire des tiers. C'est tiens, aujourd'hui, machin, là, mon collègue, il va jouer avec nous, on va jouer tous les trois. Et puis après, petit à petit, lui, il va plus jouer, puis moi, je vais m'effacer. Ou c'est faire du tiers avec le groupe aussi, d'adolescents. Tiens, hier, on a fait cette partie-là, ce serait bien qu'on y rejoue avec le reste du groupe aujourd'hui, parce qu'on s'est bien amusé. C'est toujours, en tant que professionnel, toujours recentré dans le cadre professionnel, justement. Et même pour nous, c'est important pour ne pas tomber dans, justement, l'exclusivité de ce qu'on discutait tout à l'heure, d'être toujours le seul identifiant, et après, oui, il n'y a que moi qui parle, etc. Et je pense que ça rejoint aussi la première question. En tant qu'adulte, on peut s'autoriser aussi à exprimer que, oui, on peut avoir des craintes. Nous, on s'est dit... pendant le confinement, qui a été une période difficile pour les adolescents, il faut reprendre ce dernier exemple, qui parle à tout le monde, on s'autorisait à dire aussi, oui, tu sais, moi aussi, le confinement, ça a été compliqué à vivre, moi aussi, je me suis sentie seule, moi aussi, peu importe. Les choses, l'essentiel, c'est de toujours, en tant qu'adulte, dire le « mais ». Pour dire « mais j'ai pu trouver des ressources en faisant ça, mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai appris ça, j'ai appris ça ». En fait, l'adolescent, il a besoin de voir que l'adulte, mais il a des failles aussi, il n'est pas omniscient, omnipotent, mais il est quand même suffisamment solide. Parce que comme vous disiez, si on étale toutes nos névroses en disant « oui, non, mais moi, j'étais pas bien », et puis qu'on se met à pleurer, là, on ne sert à rien avec ces ados-là. Montrer qu'effectivement, on est humain, on a des affects aussi, on a des failles, mais malgré ces failles, on reste quand même suffisamment solide et contenant pour les aider. Je pense que c'est ça qui est important, pour moi, en tout cas, en tant qu'éducatrice, dans le rapport avec les adolescents, malgré le contexte actuel, parce que eux, effectivement, l'incertitude face à l'avenir, entre le Covid, la crise climatique, le télétravail qui se généralise, et du coup, qu'est-ce que je vais faire comme formation ? Moi, je voulais faire du bâtiment, mais si dans 20 ans, ça n'existe plus, parce que ils ont des questionnements sur le futur très inquiétants, et on peut comprendre qu'ils soient inquiétés, mais si nous, en face, on leur répond ah oui, non, mais moi non plus, je ne sais pas comment j'aurais fait si j'avais été ado à ta place, là, c'est fini. Que leur dire, j'entends ce que tu dis, mais on peut trouver des solutions, c'est plus rassurant. Malika, peut-être parce que tu as travaillé aussi sur cette question de l'accompagnement des équipes et l'étayage des équipes, ça peut faire le lien avec ce qui était dit. C'est effectivement, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est comment on soutient les équipes aussi pour qu'elles puissent se sentir suffisamment sécures pour pouvoir aussi donner des choses, comme parlait tout à l'heure Daniel, c'est-à-dire se mettre en situation, se mouiller, comme il faut se sentir sécurisé pour le faire. Peut-être que ça fait le prolongement un peu de la question. Puis après, Daniel, tu n'échapperas pas à la question des 20-30 ans qui sont pas bien là. Moi, je pense que dans l'accompagnement, je vous ai pas tout raconté sur cette jeune, et du coup, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour pouvoir raconter tout ce qu'on a mis en place au sein de l'équipe. Et je vous ai parlé un petit peu de l'accompagnement individuel que j'ai eu, mais il y a eu plein de choses qui ont été faites aussi au niveau de l'équipe. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des espaces pour penser le sens de ce qu'on fait. Et je pense que si on a ces espaces pour
penser le sens, pour réfléchir au sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a besoin de sortir un peu du cadre? Ça ne veut pas dire qu'on les a tous en amont, mais au moins on les a au moins après pour les réinterroger le sens. Et je pense que ces espaces, ils sont très importants. Ils sont importants au sein d'une équipe, ils sont importants aussi quand il y a une personne extérieure qui vient pour soutenir l'équipe. Mais pour moi, c'est vraiment cette question du sens de ce qu'on fait et de comment on le pense à plusieurs, comment on l'interroge. C'est ça qui va permettre aussi de rester dans un cadre, on va dire, professionnel, tout en bougeant les lignes et aussi en donnant de soi. Enfin, moi, j'ai bien entendu dans ce qu'a dit Céline, mais aussi Daniel, c'est qu'on est des professionnels, mais on est aussi des êtres humains. On ressent aussi des émotions. À quel moment on va pouvoir les partager? À quel moment on va pouvoir les mettre au travail? À quel moment on va voir ce que ça fait, ce qui fait sens pour l'adolescent, mais ce qui fait sens aussi pour nous? Moi, ça me semble essentiel. Et effectivement, il faut des instances pour pouvoir analyser de manière interdisciplinaire. Alors moi, j'ai un petit problème avec la pluridisciplinarité parce que j'ai travaillé là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'interdisciplinarité parce que pluriel, on est les uns à côté des autres. Comme ici, on est les uns à côté des autres. Et quand on est plusieurs, on va plus loin, ça d'accord. Mais on interagit les uns avec les autres et on ouvre les frontières et du coup, on permet vraiment de travailler ensemble. Et je travaille actuellement dans une équipe interdisciplinaire à la Maison des Adolescents puisqu'il y a des pédiatres, psychiatres, psychologues, éducateurs, assistants sociaux, infirmiers. J'essaye de ne pas en oublier aussi. Et ce qui fonctionne quand on analyse collectivement des situations d'adolescents, c'est bien que chacun a une parole qui a la même valeur et qu'on produit un cadre d'échange où la parole de la secrétaire, j'avais oublié la secrétaire, la parole de la secrétaire a autant de valeur que la parole du psychiatre. Et ça, c'est très important. Il y a la nécessité d'avoir des espaces pour soutenir les professionnels, mais il y a la nécessité aussi d'avoir des espaces au même titre que les adolescents où chaque professionnel a sa place. Et ça me semble très, très important. Et actuellement, ce qui est compliqué, c'est que des professionnels du care, donc du soin, du prendre soin, du social, du médico-social, on vit une précarité très importante. Et donc, nous sommes précaires pour accompagner des publics précaires. C'est quand même pas facile. Et si on n'a pas de lieu pour être soutenu dans nos pratiques, il me semble qu'on risque de faire du boulot qui ne nous convient pas, en tout cas. Alors, avant de redonner la parole, s'il y a d'autres interventions, Daniel, peut-être sur la question tout à l'heure, tu parlais de ton inquiétude pour les post-adolescents. Peut-être. Oui. Avant, je voulais faire une petite remarque. Sur ce qui a été dit et ce qui a été répondu. Je crois que d'une certaine façon, pour moi, sortir du cadre, c'est professionnel, en quelque sorte. Hein. Et pour deux raisons. C'est que, le cadre, il est là, je dirais, sur un mode institutionnel et générique. En plus, il répond à une politique, il répond à une mission, il répond à des orientations. Donc ça pose la question de l'investissement et de l'engagement du travailleur social. Il y a des missions, par exemple, de contrôle social où on a une variante sur comment on veut l'exercer ou comment on veut en être les vecteurs. Donc il y a aussi cette question qu'il faut se poser. Mais je pense que de fait, le cadre doit nous permettre de nous appuyer pour jouer avec le cadre. Et c'est en quelque sorte sortir du cadre, c'est quasi une métaphore. C'est-à-dire qu'il est bien question que c'est parce qu'il y a un cadre qu'on peut en sortir. C'est dans ce sens-là qu'en sortir, c'est aussi professionnel et parfois c'est convoqué par la situation. L'autre point, c'est bien sûr qu'il se méfie et qu'il s'adresse à quelqu'un en particulier. Alors c'est sûrement implicite, mais je vais quand même le dire. Je ne crois pas que l'enfant ou l'adolescent qui se confie à nous pense qu'on répète tout. Je ne crois pas. Et puis d'ailleurs, on ne le fait pas, enfin le plus souvent. Pourquoi ? Parce que je pense que la question de la confiance, la question du transfert, tel que ça a été déplié tout à l'heure,
c'est une rencontre de sujet à sujet. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas un adolescent à son symptôme, mais on ne réduit pas non plus un professionnel à sa profession. C'est une rencontre de sujet à sujet. Ça ne veut pas dire qu'on va l'encombrer avec notre intimité, mais ça veut dire qu'il voit bien là qu'au-delà de notre fonction, c'est quand même un sujet qu'il rencontre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'intime qui va délier des thématiques de difficulté. Et ça, il sait, si on est assez cohérent, il sait, ou on doit le garantir, que cet intime-là ne sera jamais transmis. Et ce n'est pas extraire des informations et en priver nos collègues, c'est simplement que l'intimité du un par un de la rencontre doit être préservée. Parce que l'intimité, on s'en fout que ça soit répété aux collègues ou en équipe de travail. Ce qui doit être répété, transmis aux collègues pour qu'on travaille tous ensemble, c'est la thématique de la difficulté ou de la souffrance qui est issue de cette intimité. Je crois qu'il y a 2 niveaux et je pense qu'il faut qu'on s'autorise à garder un niveau d'intimité pour nous parce qu'un transfert, c'est ça. On a été choisi. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec ton exemple. Hein. Il en a fallu du temps pour qu'il accepte même la psychologue, dont c'est une professionnelle de la profession. Hein. Enfin, bon, ça ne garantit pas qu'on puisse entendre, mais bon, on est quand même normalement formé pour ça. Et toujours est-il qu'il a fallu que tu sois très présente, c'est-à-dire dans l'intimité de ce que tu avais noué, pour qu'il y ait une sorte de ce que moi j'appelle de ricochet de transfert, que tu puisses passer le relais. Mais en fin de compte, quand elle parlait à la psychologue en ta présence, de mon point de vue, elle continue à te parler à toi. Bon. Bref, tout ça pour dire que voilà, on lui garantit quand même qu'il y a quelque chose de, je dirais, de la gelée royale de l'intimité qui va rester dans l'entre-deux de cette rencontre. Enfin, moi, je ne veux inquiéter personne sur les 20-30 ans. Je voulais simplement dire, au contraire, que je l'ai dit tout à l'heure, et notamment par rapport à la question de monsieur, sur les changements, je veux vous dire que sur la question du changement, les adolescents sont plutôt des professionnels parce qu'ils vivent ça en permanence. C'est H24. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres sur la question des réseaux sociaux et du risque. Moi, alors là, c'est la clinique qui me l'amène. Je m'aperçois que les 20-30 ans qui sont moins nés directement dans cette affaire sont parfois plus en difficulté avec l'effervescence liée aux réseaux sociaux que les adolescents qui, eux, quand ils sont arrivés, c'était déjà là. Donc c'est vraiment dans leur culture. Ils ont un savoir-faire. Ils ont une capacité à manipuler la chose sans donner trop de leur intime, comme on le dit trop fort, moi je trouve. Moi je le rencontre pas autant qu'on le dit. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis permis de dire que l'amitié se tissait pas sur la toile et qu'ils n'étaient pas sots. Et il y avait quelque chose qui se lie sur la toile. Et l'amitié, ils font comme les anciens et ils ne sont pas sots du tout. Ils savent très bien que l'amitié, la profondeur des sentiments, des engagements, eh bien ça se joue ailleurs que sur la toile. Ça se joue encore dans le précaré de la relation et de l'incarné, de la cour de récré, du club de foot ou du club de cinéma ou je ne sais pas quoi. Bon, alors, donc ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, même si c'est une période de fragilité, on est d'accord, c'est aussi une période de grande vitalité, de grande souplesse et du fait de l'obligation scolaire, du fait d'un certain nombre de choses, de l'allongement des études, ils sont quand même relativement encadrés. Ils sont relativement à proximité de dispositifs. Moi, ce que j'observe par contre, dans la détresse, l'isolement, les ruptures de banc et les mises en difficulté par une éjection du social, c'est les 20-30 ans. Les 20-30 ans qui ne travaillent pas, qui ont décroché des études ou qui sont isolés dans leurs études, mais qui ont pu l'appui parental, voire la sévérité parentale qui est parfois très emmerdante, mais enfin qui est quand même assez structurante, quoi qu'on dise. Enfin, on le dit beaucoup plus tard, hein, évidemment. Donc, ces 20-30 ans-là, qui n'ont pas encore fait tout à fait famille, qui n'ont pas encore fait insertion professionnelle, qui n'ont pas encore fait installation dans la cité, mais qu'on prend pour des jeunes hommes et des jeunes femmes, par ailleurs à juste titre, eh bien, ceux-là, de mon point de vue, ils sont un petit peu laissés pour compte. Et dans ce que j'observe, moi, et dans ce que je reçois, c'est quand même cette tranche d'âge-là qui me soucie le plus. Voilà, c'était pour ça que je vous disais ces choses-là. C'est évidemment pas, vous avez bien compris, une généralité. Bien, ils s'en faut. Je parle des gens qui, au niveau social, au niveau conjugal et au niveau professionnels ne sont pas encore tout à fait inscrits dans quelque chose, ce qui n'est pas choquant à cet âge-là. N'empêche que la proximité parentale, la proximité amicale, parce que aussi l'amitié se joue différemment entre 20 et 30 ans qu'à l'adolescence, eh bien ça les met en situation, à mon avis, d'isolement.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Juliette, et puis il y en a d'autres que je repère un petit peu, d'autres questionnements ou d'envie d'intervenir. Après, là-bas. OK. Bonjour. 2 remarques. Du coup, une question un peu pragmatique. Dans nos échanges, nous nous demandions s'il y avait des éléments dans vos expériences où chercher l'information sur les espaces d'accueil et de ressources, soit des parents d'une part, parents d'ados, ou des adolescents. C'est-à-dire que vous avez une pratique, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Et sinon, vous allez peut-être en parler après, mais quelle place dans vos pratiques vous avez sur l'observation du public que vous accueillez, la formalisation et la mise en mots de leur parcours ou de votre parcours, et la place des non-dits, voire des secrets, qui parfois fait partie de l'accompagnement? Alors voilà, avec les exemples que vous avez donnés, mais ces entrées-là, est-ce que vous avez d'un côté l'accompagnement des parents et de l'autre côté les adolescents? Ça fait beaucoup de questions. Christophe aussi. Il va falloir les oublier. Vous nous les rappelez si on les oublie parce que... Mais une question qui a à voir avec, effectivement, avec les parents aussi, comment on accompagne, on soutient les parents. Sur la question de trouver des adresses pour les lieux des adolescents, c'est ça? Oui. Oui. Je pense que ça dépend des structures. Par exemple, à la Maison des adolescents de Loire-Atlantique, là où je travaille, on assure les 2 missions. C'est-à-dire qu'on est un lieu d'accueil des adolescents avant tout. Pour la petite histoire, je le disais ce midi, à la Maison des adolescents de Loire-Atlantique, quand elle a ouvert, il y avait presque un sens interdit sur la porte pour les parents en disant on préserve le lieu de l'adolescent et donc on n'accueille pas les parents. Je dis presque parce que dans la pratique, c'était quand même pas tout à fait ça. Et puis, au bout de plusieurs années d'existence, la porte s'est ouverte aux parents parce qu'il y a une nécessité pour accompagner l'adolescent de travailler aussi avec les parents. Et la question se pose aujourd'hui de comment on fait avec ces demandes fortes de parents pour les accueillir, mais tout en restant centré sur la singularité de l'accompagnement de l'adolescent. Et on essaye de travailler notamment avec les écoles des parents et des éducateurs pour que les parents qui ont besoin d'une écoute pour eux-mêmes aient ces lieux-là, et puis des espaces collectifs aussi, dont Daniel a parlé, Café des parents, où on a d'autres projets aussi, pour que les parents soient ressources aussi pour d'autres parents. Ça, c'est très important. Et sur la question... Non, c'était quoi? Sur Attends, Juliette, parce qu'il faut qu'on puisse t'entendre, parce qu'il y a des gens derrière la caméra et ils ne vont pas entendre. C'était 3 pistes complémentaires dans ce que j'identifie de vos pratiques. C'était la place de l'observation. Par exemple, avec les jeunes enfants, en fonction de la relation aux jeunes enfants, on peut observer aussi les jeunes enfants à certains endroits pour ensuite, après, rentrer en relation différemment. Si je transfère sur les adolescents, est-ce que vous identifiez une importance particulière à l'observation de ce qu'ils sont dans vos différents espaces, sachant que pour moi, peut-être en pédopsychiatrie, ça se pose différemment qu'en éducation spécialisée, ça c'est une hypothèse, ou en psychanalyse. Et la place de la mise en mots, si les ados ne parlent pas, ou s'ils parlent. Et ensuite, la place des non-dits, parce que pour avoir vu un film, un long métrage hier soir, ou des courts-métrages à différents endroits, la place des secrets dans l'histoire familiale, ou de la difficulté de dire une certaine souffrance ou une certaine histoire de vie. Voilà, est-ce que c'est 3 portes que j'ouvre, mais je ne sais pas laquelle... Au niveau, on peut en ouvrir une aussi si vous le souhaitez. Allez-y. Vas-y, Céline. Oui, parce qu'au niveau de l'observation, pour moi, c'est la partie la plus essentielle de la mise en relation aussi, parce que quand on fait une médiation thérapeutique ou un atelier thérapeutique avec des jeunes, le but, nous, c'est d'observer aussi comment ils sont, comment ils se comportent, parce que par un média, ils arrivent à exprimer plus de choses.
de manière non conscientisée forcément, mais ils expriment des choses. Donc l'observation, c'est le but principal des médiations thérapeutiques pour nous, c'est d'observer des choses. Et moi, souvent, ce que j'aime bien aussi avec les adolescents, quand ils sont comme ça en groupe, là, qui papotent et tout, moi j'aime bien, je me pose avec eux, comme ça, avec mon café, je me pose et je les écoute. Et puis au bout d'un moment, je fais partie de leur décor, donc ils me racontent des choses, ils parlent comme si j'étais pas là parfois, mais là du coup c'est un moment, l'informel comme ça, c'est un moment d'observation qui est primordial, parce qu'on va voir des choses qu'on ne verrait pas dans d'autres lieux. Parce que dans un entretien avec le médecin, l'adolescent, il sait que c'est le médecin, donc il doit dire ça, 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 ça. Un entretien avec la psychologue, il sait que c'est la psychologue, il faut dire ça, ça, ça. L'entretien avec l'éduc, il sait que c'est l'éduc, c'est ça, ça, ça. Que quand on est dans l'informel, justement, là, on est dans l'humain. On n'est plus dans... On n'est plus enfin, on est toujours professionnel, mais on est dans l'échange, dans l'intime aussi, je pense, dans ces moments-là, où justement on peut raconter des trucs, eux ils nous racontent des trucs aussi, et là ça fait partie du lien social et des interactions sociales qui peuvent leur permettre après, eux, d'entamer tout leur travail de subjectivité, et je pense que c'est essentiel, ces moments d'observation. Après, il y avait la question des non-dits, c'est ça, et des secrets. Moi, je pense peut-être que tu en parleras mieux que nous, mais c'est vrai que le problème, pour moi, c'est que recevoir un secret, ça rentre après dans une exclusivité qui est difficile à gérer pour le professionnel, parce qu'il rentre dans un contrat de moralité en disant « je te promets que je ne répéterai pas ». Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, ça, parce que c'est un ado, il me dit « oui, je veux te raconter un truc, mais tu ne peux pas le dire ». Non, ça, c'est pas possible. C'est OK. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut le dire, mais je ne peux pas le garder pour moi, parce qu'imaginez que l'adolescent, il parle d'agression sexuelle, de passage à l'acte, toutes choses comme ça. Après, on est forcément obligé de trahir la confiance et peut-être que c'était son but, mais du coup, ça nous met dans des positions beaucoup trop compliquées. Donc c'est justement amener à comment on peut dire le non-dit, mais de manière à ce que nous, on puisse retranscrire aussi, sans rentrer forcément dans les détails de comment il l'a dit et les mots exacts qu'il a utilisés, mais de nous, notre analyse qu'on en fait. Ouais. Moi, je vais juste, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Céline, mais sur la question de l'observation, moi, je répondrais sur... J'ai eu la chance d'être dans des structures où on pouvait à la fois avoir des lieux, des espaces d'observation en individuel et en collectif. Et quand je suis arrivée à Mayotte, j'ai d'abord travaillé 2 ans à la Maison des adolescents de Mayotte. Ils avaient arrêté les ateliers collectifs. Et en fait, au bout d'1 mois, 2 mois d'exercice à la Maison des adolescents de Mayotte, avec l'équipe, on a dit il faut réouvrir ces espaces collectifs parce qu'on a besoin. C'est-à-dire moi, je recevais en entretien des grands délinquants qui étaient agresseurs à multiples reprises et qui a été soit déjà exclus des établissements scolaires, soit à la limite des exclusions, et qui étaient adorables en entretien individuel. Je ne savais pas quoi faire, en fait. C'était bien, on les écoutait, ils pouvaient avoir une parole, mais après, ils retournaient dans le collectif. Donc, il fallait créer un espace collectif pour pouvoir leur faire des retours sur ce qu'on pouvait observer dans leurs interactions. Et ça, c'est très important. J'étais dans les lieux dans lesquels je travaille, il y a l'espace d'accueil, qui est un espace informel. Donc, on n'a pas prévu quelque chose de collectif, mais on observe. C'est très différent sur le point accueil écoute jeune sur lequel j'ai travaillé, où il y a vraiment des animateurs qui sont sur l'espace d'accueil et qui sont dans l'échange informel avec les jeunes dès leur arrivée. À la Maison des adolescents, ils sont plutôt dans une salle d'attente. Pour autant, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et donc, on observe ce qui s'y passe. Et puis après, il y a les ateliers collectifs où vraiment, on va observer encore d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut en redire à l'adolescent de ce qu'on a observé. Et c'est pas de rester seul avec son observation. Et sur la question des non-dits, alors moi je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pour compléter ce que tu dis, quand on accueille un adolescent sur une structure, on lui explique comment on travaille. Et moi, quand j'accueille sur le PAEJ ou sur la maison des ados, j'explique que je travaille avec une équipe. Et c'est dans la présentation de la structure et du travail et du fait qu'on va partager ce qui va nous...
on ne va pas partager l'intimité de ce qu'il nous dit, mais par contre, la problématique pour laquelle il va nous interpeller, la demande d'aide et de soutien, celle-là, on va la partager en équipe. Et ça, c'est pas caché à l'adolescent, sinon on perd son alliance. Enfin, l'idée, c'est qu'il sache là où il met les pieds et ce qu'on va faire de ce qu'il nous dit. Et ça, c'est très clair, et c'est vraiment dès le tout premier accueil que ça va être posé avec lui, le cadre de travail qu'on va faire avec lui. Voilà. Il y avait Christophe qui voulait intervenir. Je repasse le micro, je l'avais enlevé. Oui, non, j'avais une remarque, c'était par rapport à Malika là, qui a dit quelque chose qui m'a fait un peu réagir. Tu disais il faut prendre du temps pour penser. Voilà, ce que je trouve tout à fait essentiel. Ça m'a fait penser que moi, dans mes pratiques professionnelles, je demande aux chargés de mission de mon service de bloquer des demi-journées dans leur emploi du temps mensuel pour qu'ils réfléchissent un peu aux choses. Ça m'amène 2 réflexions. C'est la première, est-ce que vous, dans vos pratiques, vous avez encore ce temps-là? Parce que plus ça se détériore, plus vous êtes confronté à ça. Et au-delà de ça, ce rapport au temps est un rapport aussi à la vitesse. Et cette vitesse qui est exacerbée par les circulations des réseaux sociaux, etc. etc. Est-ce que la vitesse a un impact, à votre avis, sur ce malaise, ou les souffrances adolescentes, amplifie quelque chose, joue, ou au contraire, l'adolescence étant vieille comme le monde, vieille comme le monde, ça sera nuancé, ça n'a pas un impact en particulier, ça ne joue rien. François, tu voulais dire quelque chose aussi ? Oui, tout au début de vos interventions, vous avez parlé de, je crois que c'est Malika, mais je ne suis pas sûr, de la reconnaissance dans le regard de l'autre. Ça m'interpelle et je voudrais savoir ce que ça veut dire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et ça a convoqué chez moi, comme dire, un peu comme les histoires que vous avez racontées. Donc une jeune fille, il y a quelques années, c'est pas de ma famille, mais c'est très proche. Donc comme je travaillais au CMA, voilà, on m'a demandé un petit coup de main parce qu'elle était en décrochage scolaire. Et donc, au bout d'un moment, je l'ai rencontrée pour discuter avec elle. Elle m'a dit j'en peux plus du lycée. Voilà, tous les lundis, il y avait boule au ventre. Voilà. Et donc, et je dis, alors, je vous rassure, elle va très bien maintenant parce qu'elle a trouvé une école alternative maintenant. Et en plus, elle travaille dans le milieu de la santé. Voilà. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est tout le nombre d'adultes qu'elle a rencontrés au sein du lycée. C'est-à-dire le proviseur, le psychologue scolaire, l'infirmière, la prof principale, la CPE. Elle en a rencontré 5. À qui on lui a demandé de raconter ses histoires, essayer de comprendre. Voilà. Mais toutes les raisons du dit décrochage scolaire, ce qui n'était pas juste, en plus c'était une très bonne élève, mais il y avait un certain décrochage. Je n'en peux plus du regard qu'on dit des adultes portés sur moi, qui est complètement fou. Et donc, c'est en fait son souci de l'époque, c'est de dire l'école c'est violent, on est dans la performance, ça ne me convient pas. Enfin voilà, donc dans une pédagogie très, très injuste, voilà, et je n'ai pas de reconnaissance. C'est pour ça qu'elle est décrochée. Voilà. Mais c'était surtout partager le fait de tout son parcours. J'ai essayé d'imaginer en presque toute une année le nombre d'adultes qu'elle a rencontrés. Et puis, je reconnais aujourd'hui une sacrée force pour avoir résisté à ça et bien s'en sortir aujourd'hui. Une petite réaction sur le regard de l'autre. Oui, alors, en fait, quand je parlais de reconnaissance, c'est bien d'exister dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, pour exister et pour savoir qui je suis et comment je me légitime à être qui je suis, il va bien falloir que ce soit aussi validé dans le regard de l'autre. Et quand je suis enfant, c'est dans le regard des parents. Ah, bravo, tout ce que tu fais, tout ce que tu réussis. Et quand je suis adolescent, c'est pas seulement les parents, puisqu'en fait, on essaye quand même de prendre de la distance. Et donc, on a besoin d'être reconnu par d'autres personnes, par les pairs. Et c'est pour ça qu'on va s'identifier à différentes personnes. On va, je sais pas, avoir un look qui est le même que nos amis, que les stars aussi. Etc., pour pouvoir être reconnu en tant que personne différente de ses parents, puisque l'idée, c'est je veux être reconnu, pas seulement moi en tant que l'enfant de mes parents, mais moi en tant que personne à part entière, en fait.
Et je pense aussi au film que j'ai vu ce matin où qu'est-ce qu'il disait? Ah mince, j'ai perdu mon idée, j'ai perdu mon fil. Ça va revenir. On va laisser Daniel voulait intervenir. Oui, et ça va pas te poser une autre question, c'est sur la question de la famille. Je voulais t'entendre là-dessus. Mais je voulais 2-3 petites remarques sur ce qui a été dit, notamment sur la question de l'observation. Je crois que ce qui est important quand on écoute, et on essaye d'écouter un adolescent, mais tout sujet d'ailleurs, comme disait une collègue, c'est important d'écouter avec les yeux. C'est-à-dire qu'il y a à observer aussi tout ce qui n'est toute la communication non verbale, qui est parfois la plus importante, notamment chez les enfants et les adolescents, mais c'est vrai aussi chez les adultes. Ça, c'est une remarque que je voulais faire. La seconde, par rapport au secret, alors s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question, donc on sait que dans toutes les familles, il y a des secrets. Voilà, maintenant, il y a un peu festin toutes les semaines depuis un moment. Et donc, moi, je pense que ce qui est très important par rapport aux adolescents, c'est l'extraordinaire prudence dans laquelle on doit être dans nos interrogations ou dans nos interrogatoires parfois, parce qu'on manque un peu de délicatesse, c'est de ne pas produire chez eux des confidences et des dépôts de secrets par lesquels ils vont être embarrassés. Je crois qu'il faut être très très vigilant pour ne pas aller trop investiguer dans certaines circonstances, parce qu'ils sont parfois pris en otage par la parole qu'ils ont eux-mêmes délivrée, parce qu'on est allé trop chercher. Je crois que là, il faut être très prudent. Sachant que les secrets de famille, c'est quand même les adultes le plus souvent qui, dans le travail, les délivrent. Et puis, une petite remarque sur le décrochage. Françoise Dolto disait qu'une scolarité parfaitement réussie signait en général une névrose assez sévère. Je crois que c'est juste. Donc, il ne faut pas non plus oublier que le décrochage scolaire est quand même parfois, assez souvent, le signe d'une santé psychique, alors par contre, qui va très bien. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Ça nous aide à mieux penser, parce que bien souvent, le décrochage scolaire, il n'a pas forcément à voir avec l'école, ou il a aussi à voir avec l'école, mais parfois, c'est une réaction pleine de cohérence, même si elle est mal accueillie et que ça produit chez les enfants et les adolescents quelques troubles. Mais je pense que quand on a mon âge et qu'on a suivi le parcours d'un certain nombre d'enfants devenus adolescents et devenus adultes, et puis d'ailleurs si je regarde le mien, on peut s'apercevoir qu'on a décroché, qu'on a rompu d'une certaine façon avec le système scolaire, et que parfois ça produit des êtres d'exception. Et on a des exemples dans la littérature et il y a 1000 façons aussi de réussir sa vie tout en décrochant. Je voulais juste noter ça. Alors une dernière remarque ici avant qu'on se sépare. Merci. C'était alors plusieurs petits éléments, et c'est vraiment de l'ordre de la remarque, pas une question pour ouvrir un débat, mais dans les échanges qu'on a eu en petit groupe juste après vos prises de parole, est ressortie l'idée de statut parent, statut professionnel, grosse différence en fait. Et ce qui a émergé dans nos rapides échanges, c'était la question de la pression. En tant que parent, on n'a plus le choix, il faut réussir. Il faut réussir à éduquer ses ados, à amener ses ados à devenir des adultes épanouis. Alors qu'en tant que professionnel, je ne dis pas qu'on n'a pas l'intérêt de réussir, mais il n'y a pas le même niveau de pression. Et c'est quelque chose qui nous interpellait dans le petit groupe. Donc voilà, je voulais vous le partager. Et je voulais réagir également sur ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. En fait, il y a une histoire de bienveillance et de non-jugement pour recevoir l'adolescent. Et je pense que c'est toujours essentiel de se rappeler qu'il y a une nécessité d'authenticité. Je ne peux pas espérer être bienveillant et je ne peux pas instaurer une relation de qualité si je ne suis pas déjà vrai avec qui je suis et ce que je donne à voir. Et surtout ces questions de souplesse dans pro, pas pro et autres, je pense qu'en fait, ça se travaille plutôt autour de statut, rôle et fonction. C'est-à-dire que mes fonctions en tant que professionnel ne bougent pas, je reste professionnel. Par contre, dans le statut et dans le rôle qu'on me donne, que je prends et autres, c'est là où il y a des subtilités et des leviers qu'on peut peut-être jouer et qui peuvent être intéressants. Et pour répondre à juste une interrogation qu'il y avait, en termes pour accrocher les jeunes et peut-être les amener parfois à venir déposer des choses et autres, donc il y a les maisons des ados, il y a différentes structures d'écoute, mais on a aussi désormais depuis quelques années le concept des promeneurs du net,
qui sont souvent liées aux maisons des ados. Moi, sur le territoire où je travaille directement avec la maison des ados sur ces questions-là, et qui n'ont pas pour but de rester en ligne, puisque la relation en ligne n'est pas la même relation. C'est un début, c'est une accroche, mais pour amener quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être aussi des leviers qu'on peut développer, justement dans leur capacité stratégique à utiliser ces outils et à savoir très bien ce qu'ils font avec. Pour la majorité, il y a des dérapages, il y a des essais, il y a des prises de risques. Mais globalement, ils comprennent bien que ce n'est pas la même chose, que c'est complémentaire et que ce n'est pas à la place. Et je pense qu'on peut leur faire confiance aussi là-dessus et travailler par ces outils-là pour augmenter la capacité à ne pas les laisser tout seuls avec leurs questions, avec leur mal-être, ou tout simplement leur interrogation de qu'est-ce que je vais faire derrière, quel adulte je vais devenir, et questions qui, je pense, à l'âge adulte, nous emmènent pendant très longtemps, voire toute la vie. Je réagis à la question de la pression parce que ça me remet mon idée de tout à l'heure. La pression des professionnels, la pression des parents, la pression des ados en fait. Les ados, ils se mettent la pression pour réussir et pour réussir à être quelqu'un de bien. Et puis, dans la question du décrochage scolaire, c'est le film de ce matin, ça montrait ça. Ça a montré une adolescente qui était sur cet espace de soins et de scolarité et qui était une très bonne élève et qui, en fait, était reconnue comme une personne qui réussissait et du coup se mettait une pression qui devenait insupportable et qu'il fallait lui rappeler qu'en fait, à un moment donné, elle avait le droit de dire stop et elle avait le droit de revenir à une scolarité. Et je pense que ça, c'est important. À Mayotte, les jeunes, ils disent leur pression à devenir une grande personne. À quel moment je suis une grande personne? On a fait un film avec des jeunes et il y en avait un qui jouait le rôle d'un adulte. Et quand on a projeté le film, il est venu me voir et il me dit « Malika, tu penses qu'on dirait que je suis une grande personne? J'ai l'impression que je suis une grande personne dans ce film. » Bon ben voilà, il a tout compris, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que cette pression, elle est aussi du côté de l'adolescent. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'en arrêter là, en vous remerciant de nous avoir ouvert quelques portes de réflexion pour nous aider à la fois en tant que parents, en tant que professionnels, sur ces questions qui sont très présentes dans notre quotidien d'éducateurs et d'éducatrices, de nous rappeler aussi que tous les adolescents ne vont pas mal et qu'il y a aussi une grande partie des adolescents qui vont bien et que même parfois, quand il y a des moments un peu de mou, ça montre aussi des capacités de rebond assez intéressantes. Donc merci Céline d'avoir fait le déplacement depuis Évreux pour venir échanger avec nous. Merci Daniel. Merci pour l'invitation. Voilà, Daniel depuis Caen et puis Malika depuis Nantes. Hein, voilà. Merci à tous les trois et à toutes les trois et puis donc à très bientôt. Merci de votre participation. Merci à vous.